Bonjour à tous et bienvenue sur Public Sénat pour voir ou revoir les temps forts du projet de loi croissance, activité et égalité des chances économiques que vous connaissez aussi sous le nom de projet de loi Macron. Vous le savez, pendant les vacances, les travaux parlementaires sont suspendus. L'examen de ce texte ne fait pas exception. Il reprendra à partir du 4 mai prochain, mais je vous propose aujourd'hui de revoir le vote d'une partie du volet sur les professions réglementées, un volet hautement stratégique. Les sénateurs sont bien décidés à imprimer leur marque sur cette partie du texte. Ils ont donc freiné les ardeurs du gouvernement en limitant en partie la libéralisation. Si l'on prend par exemple l'implantation des notaires, les sénateurs ont précisé que cette implantation ne serait purement et parfaitement libre que dans certaines zones où il y a un déficit d'office, des zones préalablement définies par le ou la garde des Sceaux avec l'avis de l'autorité de la concurrence. Tout de suite, direction la séance. Nous passons à l'article 13. Madame Brigitte Gonthier-Maurin a la parole. Merci Madame la Présidente. Monsieur le Ministre, mes chers collègues, cet article porte sur 3 questions importantes. La première, celle de la postulation dans le ressort des cours d'appel, que le gouvernement voudrait rendre définitif et généralisé, et que la commission spéciale souhaiterait voir passer dans un premier temps par une phase d'expérimentation. Cette question est déterminante pour l'avenir de la profession, car elle pourrait annoncer la mort des petits barreaux dans des départements déjà affectés par les disparitions de nombreux services publics. L'accès au droit pour les justiciables serait ainsi remis en cause, comme il l'a été avec la fermeture de nombreux tribunaux. Ce serait un pas de plus vers un traitement inéquitable sur nos territoires, contraire aux principes de notre République. Le gouvernement a su mettre en avant les principes républicains en ce début d'année. Il conviendrait aujourd'hui de les voir se réaliser par des actes pour tous les citoyens et quel que soit leur lieu de résidence. Passer par une phase d'expérimentation pourrait effectivement permettre une étude d'impact dans le réel, mais nous savons tous que c'est aussi la porte ouverte à la généralisation à plus ou moins brève échéance. Comme l'a noté le rapport, le risque de dévitalisation de certains territoires doit être pris en considération, avec le risque que des avocats situés sur le territoire du tribunal se voient dépossédés de nombreux dossiers, 70 à 80% selon le bâtonnier de Libourne. Cela peut conduire aussi à une réelle précarisation de la profession, comme l'a indiqué une note de l'Observatoire du Conseil national des barreaux, qui fait apparaître que dans le classement des 10 barreaux dans lesquels les revenus moyens des avocats sont les plus faibles, on retrouve 5 des barreaux dans une zone de multipostulation. 3 barreaux de la Cour d'appel de Paris, Seine-Saint-Denis, Val-de-Marne, Essonne, ainsi que les barreaux de Libourne et Alès. L'expérimentation a été effectuée sur ces villes, on peut donc s'appuyer sur ces effets produits. Pourquoi alors vouloir en ajouter une autre? C'est de notre point de vue inutile. Pour ce qui nous concerne, nous sommes opposés dans la mesure où nous connaissons donc déjà les résultats à cette expérimentation nouvelle. Programmer ainsi la mort des petits barreaux, la précarisation de la profession, y compris en passant par cette phase, n'est de notre point de vue pas acceptable. La deuxième question posée, mes chers collègues, par cet article est celle d'un assouplissement du régime de création des bureaux secondaires dès lors que ce sont des bureaux réels avec une réelle activité. La Commission a maintenu la demande d'autorisation qui devait, dans le texte présenté au Sénat, se transformer en simple information du bureau. Le troisième sujet traité par cet article est celui de soumettre dans le texte initial à la DGCCRF les conventions d'honoraires des avocats. Le bâtonnier serait en quelque sorte dessaisi de cette question puisqu'il ne serait pas associé aux perquisitions éventuelles et donc le secret professionnel risque de ne pas être garanti. Cet article, ainsi rédigé par la Commission, représente donc un progrès indéniable par rapport au texte d'origine, à la seule exception, vous l'aurez compris, de l'expérimentation pour la postulation dans le ressort des cours d'appel.
Merci beaucoup. Alors, nous commençons par 4 amendements identiques qui sont des amendements de suppression. Alors, c'est Madame Gauthier-Morin. Non, pardon, excusez-moi. Allez-y, je vous en prie. Merci Madame la Présidente, Monsieur le Ministre. Donc, comme vient de le dire ma collègue Brigitte Gonthier-Maurin, l'article 13 introduisait dans sa version initiale l'extension du périmètre de postulation des avocats du TGI à la Cour d'appel. Bien que très largement atténué en commission, cet article n'en conserve pas moins l'esprit initial qui aboutit à un bouleversement complet de la carte judiciaire. J'en profite d'ailleurs pour préciser que cet élargissement n'a pas fait l'objet d'une étude d'impact et que cela mériterait au moins un renvoi en commission pour évaluation précise des conséquences de cet article. La commission spéciale a certes restreint le dispositif pour n'en faire plus qu'une expérimentation dans le ressort de 2 cours d'appel pendant une durée de 3 années. Cependant, la seule attitude positive pour nous aurait été de supprimer ces dispositions en l'absence d'évaluation. Cette expérimentation peut sembler constituer un petit progrès, mais ce faisant, et en réalité, elle entérine le principe même de l'extension tout en ne l'assumant pas et remet en cause le monopole de la postulation des avocats au ressort de chaque tribunal de grande instance. Cela est d'autant plus vrai qu'une expérimentation de l'extension du périmètre, cela a été dit, a déjà été faite à Bordeaux, à Libourne, à Nîmes et à Alès, et qu'elle n'a pas d'effet positif, bien au contraire. Cet élargissement aurait des conséquences sur l'équilibre économique et numérique des barreaux, notamment dans les régions rurales, mais pas seulement, et sur le maillage territorial de la justice. En portant le périmètre de postulation des avocats du TGI à la Cour d'appel, on constaterait l'apparition de déserts juridiques après les déserts médicaux, ce qui remet en cause l'accès de tous les citoyens à la justice. La diminution du nombre d'avocats dans les barreaux où les effectifs sont moindres constitue une source de difficultés juridiques liées à l'éloignement de l'avocat des justiciables, sans compter la répercussion en termes de coûts que cet éloignement ne manquera pas d'avoir pour ces justiciables. Ce phénomène d'élargissement aboutit en effet à une concentration des cabinets d'avocats autour des cours d'appel, au regroupement dans les mêmes zones, voire dans les mêmes cabinets. C'est comme pour les notaires, là où on pourra gagner de l'argent. Une étude menée par le Conseil national du barreau démontre en effet que cette mesure affecterait en priorité les cabinets de petite taille dans les barreaux aux effectifs les plus réduits, loin des grandes villes. Cela signifie donc tout simplement la fin d'une justice de proximité par une concentration excessive de la présence des avocats dans de grandes villes au détriment des zones moins peuplées, déjà désertées par les services publics. Et on peut ajouter que ça va dans le sens contraire de la réforme de la justice. Merci, chers collègues. Le 288 rectifié bis n'est pas défendu. Le 338 non plus, ainsi que le 769. Donc, quel est l'avis de la commission, Monsieur Pillet, sur le 14 ? Oui, Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, encore un sujet évidemment difficile. Nous allons retrouver notre calme et nous allons l'aborder avec la responsabilité et la sagesse qui nous caractérise. La postulation, c'est un problème, sa suppression, ou en tout cas sa modification, est un problème très important pour le maillage territorial. Je vais m'expliquer. La postulation, ça oblige à passer par un avocat local lorsque un dossier est à trait devant le tribunal de grande instance. Ça lui crée donc, à cet avocat local, une clientèle nécessaire qui provient d'autres barreaux, clientèle institutionnelle ou autre. À l'évidence, ça représente un chiffre d'affaires. Si vous supprimez totalement la postulation, ce que je sens bien est l'objectif de certains à terme, qu'est-ce qui arrivera? Les cabinets d'avocats se regrouperont au siège de la Cour d'appel et auront éventuellement un bureau secondaire, un bureau forain dans les villes
dépendantes de cette cour d'appel. N'ayons plus d'avocats, ou ayant des barreaux qui n'auront plus assez d'avocats pour, en raison du fait que le chiffre d'affaires global du barreau aura diminué, à qui demanderez-vous d'aller assurer les gardes à vue le samedi, le dimanche ou dans la semaine, devant le juge d'instruction, dans les gendarmeries à l'autre bout du département? Ça pose problème, parce qu'il y a un chiffre d'affaires de la postulation, mais il ne faut pas oublier que les avocats, en contrepartie, ils assurent une large partie du service public. Le service public qu'on a voulu à travers les gardes à vue et l'aide juridictionnelle. Donc, il faut toucher à la postulation avec beaucoup de prudence. Beaucoup de prudence. C'est la raison pour laquelle on peut parfaitement comprendre l'amendement de suppression. Parfaitement comprendre. Néanmoins, vous avez bien compris que je suis un pragmatique. La procédure parlementaire fait que si on annule complètement la volonté gouvernementale sur ce point, qu'est-ce qui se passera? Au niveau de la Chambre de l'Assemblée nationale, le texte du gouvernement repassera et nous n'aurons pas pu apporter en l'espèce une plus-value dictée par une analyse intelligente de l'économie locale. C'est la raison pour laquelle j'ai proposé un système qui est un système qui n'est pas parfait, je le conçois parfaitement, mais qui a au moins l'avantage de vérifier si la position du gouvernement est dangereuse, comme je le pense, ou si on peut y aller au cas où elle n'aurait pas eu d'effet. Tout ça, c'est des mots. Tout ça, c'est des mots. Mais, on a des points pour savoir ce qui se passe lorsque la postulation est supprimée ou lorsqu'elle est éclatée. On l'a sur les barreaux de Bordeaux-Libourne. Oui, ça a été expérimenté, et Nîmes-Alès. Et alors, sur ce point, comme toujours, lorsqu'il n'y a pas d'études d'impact particulièrement précises, on peut dire tout et n'importe quoi. J'ai tout de même de bonnes références, puisque je reprends celle de la Chancellerie, qui indique que le bâtonnier de Libourne, que ses confrères auraient perdu depuis la mise en place de la multipostulation 70 à 80% des dossiers de postulation. Pas fabuleux pour le barreau de Libourne. On note une note de l'Observatoire du CNB du 7 octobre 2014, dont j'attends qu'elle soit éventuellement contredite, ce qui n'est pas le cas jusqu'à présent, fait apparaître que dans le classement des 10 barreaux dans lesquels les revenus moyens des avocats sont les plus faibles, on retrouve 5 des barreaux situés dans une zone de multipostulation, c'est les barreaux de la Cour d'appel de Paris, Seine-Saint-Denis, Val-de-Marne et Essonne, ainsi que les barreaux de Libourne et Alès. C'est-à-dire que le seul étude d'impact que nous avons, le terrain, il est défavorable à la position gouvernementale. Alors ce que je propose, c'est attendons et voyons. Encore une fois, ce n'est pas cette réforme-là qui, dans 15 jours, va faire que nous allons pouvoir rembourser notre endettement national. Je propose donc que nous expérimentions de manière précise quel est l'impact de la mesure gouvernementale. Expérimentation dont d'ailleurs, ce que je viens de vous dire ne rend pas compte, parce que Bordeaux-Libourne, ce n'est pas une impossibilité de postulation dans toute la cour d'appel. Donc la postulation, l'expérimentation que je demande est beaucoup plus large et sera beaucoup plus précise. Alors, encore une fois, je comprends que ce n'est pas une situation idéale, mais c'est la seule qui, si nos collègues députés ont envie de ne pas aller trop loin, c'est la seule qu'ils peuvent éventuellement accepter. Je comprends les positions radicales, c'est dans la dictature parlementaire, je vous laisse cette... Ah, la technique, oui. Vous voyez comme quoi le... Oui, c'est curieux. Et voilà pourquoi je vous propose cette mesure particulière. J'ai bien compris qu'elle ne plaisait à personne, mais ne plaisant à personne, et pourra peut-être satisfaire tout le monde si tout le monde veut essayer de trouver un consensus. Bien. Alors, Monsieur le ministre, défavorable. Je vais mettre aux voix donc l'amendement
Oui, je vous en prie, vous avez la parole. Madame le Président, Monsieur le Ministre, l'amendement présenté par le groupe communiste est un amendement qui a été présenté par d'autres groupes. Il n'a pas été soutenu par le groupe Union centriste puisqu'aucun de nos collègues était présent. Mais cette question, objectivement, partage l'avis des groupes. Elle justifie de notre part quelques mots d'explication pour vous dire tout simplement que la proposition de la Commission d'expérimentation, pour les raisons qui ont été expliquées par monsieur le rapporteur, m'apparaît pertinente et ceci vaudra explication de vote dans le sens du rejet de l'amendement. Deux questions sont posées à travers l'article 13. La question de la postulation, la maintenir ou pas la maintenir, et deuxièmement la question de sa territorialisation. Sur la question du maintien de la postulation, je n'entends pas de débat. Il n'y a d'ailleurs, à mon sens, aucun enjeu financier pour le gouvernement, puisqu'il a déjà obtenu la suppression des états de frais à l'exception des procédures de saisie immobilière ou de licitation. Et puis, on buterait immédiatement, si on voulait porter atteinte à la postulation, sur la question de la responsabilité des professionnels, puisque la responsabilité d'un professionnel vis-à-vis de son client, vis-à-vis de l'usager, elle se joue notamment vis-à-vis de la juridiction dans le cadre de la postulation. Donc oui, la postulation est indispensable. Reste la question de la territorialisation. Nous venons d'entendre des explications à la fois de notre collègue du groupe communiste, mais aussi du rapporteur, sur les éléments qui conduiraient à souhaiter le maintien d'une postulation au niveau de chacun des tribunaux de grande instance. J'en partage globalement les éléments. Éviter une France à deux vitesses sur le plan judiciaire, quelque part, si vous me permettez le raccourci un peu hasardeux, la postulation au stade de la cour d'appel, c'est la loi MAPTAM appliquée au monde de la justice, l'aspect métropolisation. Donc je partage l'idée de garder ce maillage des territoires. En même temps, je reconnais que la profession peut être partagée, elle est largement favorable à la postulation au niveau de chaque tribunal de grande instance, mais il a pu y avoir aussi dans la profession des avis divergents là-dessus. Quels sont finalement les éléments qui me paraissent justifier le fait d'en rester au texte de la Commission? Premièrement, ceci nous a été très bien expliqué, le fait qu'il s'agit d'une disposition d'équilibre entre une suppression que l'on aurait bien souhaité de l'article 13 et le fait de ne pas aller à une situation d'affrontement vis-à-vis de l'Assemblée me paraît effectivement un élément pertinent et nous connaissons tous le point de vue du président du Sénat consistant à avoir un travail collaboratif ou coopératif ou de co-construction, bien sûr, qui est le propre du bicamérisme, entre l'Assemblée et le Sénat. Je rajoute un dernier argument. Au cas où le gouvernement ne serait pas convaincu par la pertinence de la proposition de la Commission, en disant très simplement, Monsieur le Ministre, que vouloir imposer, si je me permets l'expression, une postulation au stade de la cour d'appel, ce sont des coûts supplémentaires pour la justice française. Je m'explique là-dessus. À un moment donné, quels que soient les éléments informatiques, ce qu'on appelle dans le jargon le RPVA, qui gère aujourd'hui les procédures de mise en état, toute procédure a ses spécificités. Et à un moment donné, il faut que le praticien et le magistrat puissent avoir une relation directe, au-delà de la qualité des tuyauteries informatiques qui sont aujourd'hui en place. Et pour pouvoir avoir cette discussion entre les conseils et les magistrats, il faut bien qu'il y ait cette notion de territorialisation. Et chaque fois qu'on va s'en écarter, ceci va obliger de mettre en place des dispositifs pour gérer les dysfonctionnements. Autrement dit, plus vous voudrez avoir une postulation au stade de la cour d'appel, Monsieur le Ministre, plus vous aurez besoin de magistrats, plus vous aurez besoin de greffiers pour arriver à traiter les dysfonctionnements qui vont se produire. Donc que l'on raisonne technique économique ou que l'on raisonne, comme l'a fait le rapporteur, dans le souhait de pouvoir trouver un point de vue de co-construction entre l'Assemblée et le Sénat, la solution à laquelle est arrivée la commission spéciale me paraît une solution de sagesse, et même si au sein du groupe UDI, Union centriste, il y a pu y avoir des éléments divergents qui s'étaient matérialisés par l'amendement qui a été évoqué, il me semble que la direction est la bonne et c'est pour ça,
à titre d'explication de vote, que je voterai contre l'amendement qui vous a été présenté. Merci. Merci, Monsieur Bonnecarrère. Monsieur Bigot a la parole. Madame la présidente, merci. Chers collègues, je pense qu'il ne faut pas se tromper de débat. Il faut distinguer clairement les choses. De quoi parle-t-on? La postulation, pour les avocats, c'était l'exercice des professions d'avoué devant les tribunaux de grande instance et uniquement sur un certain nombre de matières qui sont de moins en moins importantes et où l'on considérait qu'il fallait qu'il y ait un auxiliaire de justice, l'avoué, qui dépose les écrits. Et puis un avocat pouvait plaider. Pour le reste, les avocats, lorsqu'il y a représentation, soit la personne peut se défendre tout seul, soit elle doit être représentée, elle ne peut être représentée que par un avocat, mais de toute la France entière, devant toutes les juridictions, prud'homales, les chambres sociales des cours d'appel, etc., les tribunaux correctionnels. Donc on parle de très très peu de choses. Et lorsque j'entends dire que c'est une façon de défendre les territoires, et je pense que la chancellerie n'y est pas complètement hostile, parce qu'effectivement, il y a un vrai problème. Comment fera-t-on demain pour avoir des avocats qui font de l'aide juridictionnelle s'ils n'ont pas un petit monopole qui serait effectivement celui de l'impostulation, mais qui va fondre comme neige au soleil? Alors, le texte adopté à l'Assemblée nationale maintient un certain nombre de procédures, ces immobilières, etc., qui effectivement seront réservées à ces avocats avec un tarif des émoluments. Mais pour le reste, je pense que la défense de la profession à laquelle j'ai appartenu jusqu'au 1er avril de l'année 2014, c'est d'abord de se bouger. Au barreau de Strasbourg, dans lequel je suis rentré en 1975, nous étions 140. Ils sont aujourd'hui plus de 1000. La réalité, c'est que quand on dit à un jeune confrère « allez vous installer dans un petit barreau », non pas dans un petit barreau parce que le barreau est petit, mais parce qu'il y a des usagers, il y a des habitants qui ont besoin d'avocats, y compris pour que ces avocats aient éventuellement plaidé ailleurs. C'est ça ce qu'il faut que la profession fasse, c'est se battre effectivement comme un secteur concurrentiel en essayant d'être présente sur le terrain. Et pourquoi n'y a-t-il pas d'avocats dans certains barreaux de la grande couronne parisienne? Parce que la clientèle est essentiellement en aide juridictionnelle et que ce qu'ils encaissent en aide juridictionnelle ne leur permet pas de vivre correctement. Et cela aussi n'est toujours pas réglé, quels que soient les gouvernements. Donc le vrai sujet sur la présence territoriale, c'est effectivement comment la profession va s'organiser pour montrer à des jeunes qui veulent y aller, mais c'est la même chose pour des médecins. Les jeunes aujourd'hui veulent rester dans leur secteur universitaire, ils veulent rester dans les grandes villes. Il faut que l'on arrive dans le monde rural à leur faire dire qu'il vaut mieux être riche dans une petite province et pouvoir se déplacer en TGV pour aller de temps en temps à Paris ou dans la grande ville que de rester forcément dans la grande ville et d'être pauvre. C'est ça la réalité qu'il faut leur expliquer dès qu'ils rentrent dans les écoles d'avocats. Ensuite, effectivement, le texte qui est proposé va poser à terme les problèmes de l'organisation territoriale. Mais moi, je pense qu'il vaut mieux que l'on se pose un jour la question, peut-être dans le code de l'accès au droit que vous avez souhaité, comment est-ce qu'on fait pour qu'un justiciable en France puisse effectivement avoir le droit à une défense, quels que soient ses moyens, et même s'il est un pauvre ouvrier qui doit se défendre devant les prud'hommes ou qui doit se défendre devant une juridiction du tribunal de grande instance parce qu'il demande le divorce ou qu'on demande le divorce. Voilà les réalités. C'est la raison pour laquelle je pense que la suppression de l'article qui est proposé est inutile, et je reviendrai sur le fond de l'article parce que je pense qu'à force de vouloir reporter, on ne fait pas évoluer les choses et que la justice dans laquelle vous avez su à un moment donné supprimer des tribunaux de grande instance, est-ce qu'on a réfléchi au fait que le justiciable de Dole était obligé d'aller à Lons-le-Saunier alors qu'il n'y a aucune liaison? On ne s'est pas préoccupé de savoir s'il y avait des avocats qui allaient disparaître. C'est ça la réalité. Les avocats sont restés à Dole, mais les tribunaux, eux, sont partis. Merci beaucoup. Monsieur Jean Desessard. Ce samedi après-midi, j'aurai besoin de l'assistance des avocats de mon groupe pour qu'ils m'expliquent effectivement. Alors là, on sent qu'il y a des personnes qui connaissent très bien. Et à l'Assemblée nationale, vous souhaitiez étendre le monopole de la postulation ou non? Qu'est-ce qu'était la proposition initiale de l'Assemblée? Donc là, j'avais l'impression que c'était de vouloir dire la postulation. On regarde, on l'étend au cours d'appel. Je crois que c'était ça l'objet. Donc c'était une extension ou c'était un glissement. Bon, donc là, il y aura une demande d'explication. Ensuite, vous, monsieur le rapporteur,
Vous dites qu'il ne faut pas, toujours dans votre démarche, de tendre une perche, de ne pas aller contre l'Assemblée nationale. Vous dites qu'il faut que je trouve quelque chose de médian. Alors c'est là que je ne comprends pas, parce que j'avais compris qu'à l'Assemblée, ils voulaient étendre la postulation. Vous, monsieur le rapporteur, vous êtes plutôt pour la postulation et vous l'avez défendue pour les territoires. Ah non, c'est plus mitigé. Mais vous avez dit, je suis prêt à faire une conciliation avec l'Assemblée et le gouvernement. Donc, pour dire que je n'ai pas compris, mais il n'y a rien de grave, mais si vous pouviez à un moment éclairer ce que veut vraiment le gouvernement à l'Assemblée et ce que vous modérez, monsieur le rapporteur, ça nous permettrait, nous, de savoir où on en est. Ça, c'est la première question. Et la deuxième question, puisque monsieur le rapporteur, il a dit, j'ai fait un panaché. J'ai essayé de tenir compte de mon avis, enfin de l'avis du Sénat et de l'avis de l'Assemblée nationale en disant que c'est l'équilibre. Pour faire un équilibre, il faut être deux. Donc la question qui est posée soit aux socialistes, soit à monsieur le ministre, c'est est-ce que vous acceptez, vous, cet équilibre, et est-ce que ou alors allez-vous le remettre en cause lors de la CMP? Parce que si on vote une situation d'équilibre, mais qui n'est pas reprise par le ministre et que l'Assemblée le fait tomber, autant afficher clairement la couleur de ce qu'on veut sans se préoccuper de maintenir un équilibre. Donc il y a deux questions, une petite explication. Nathalie Goulet, vous avez la parole. Oui, Madame le Président, Monsieur le Ministre, la question de la postulation ou de sa suppression s'est quand même posée depuis très longtemps. Ce n'est pas un sujet franchement nouveau. Qui revient un peu comme ça, comme Mars en carême, c'est quelque chose qui arrive quand même assez fréquemment. Quand on a dans cette maison discuté de la réforme de la carte judiciaire de Madame Dati, nous avons été un certain nombre à mettre en garde le gouvernement de l'époque en lui disant qu'on allait quand même risquer de graves difficultés, d'autant qu'on n'avait pas d'étude d'impact. Et puis là-dessus est arrivée la suppression des avoués à la Cour d'appel, ce qui aussi a posé un certain nombre de difficultés techniques et autres. Et aujourd'hui, moi, j'ai écouté avec beaucoup d'attention notre rapporteur et aussi notre collègue Bonnecarrère qui vient de s'exprimer, parce que ce qui va se passer, c'est que le risque quand même de déperdition de personnel capable de supporter les actions, et moi je pense surtout en matière pénale. J'ai dans mon département, comme beaucoup d'autres, j'ai eu la chance de garder deux tribunaux de grande instance, parce que j'ai une prison extrêmement importante à Argentan. Mais quand vous avez des gardes à vue, quand vous avez la présence de l'avocat de plus en plus requis, notamment pour des motifs liés aux impératifs de la Cour européenne de justice, qui nous dit que la présence de l'avocat est impérative à telle heure et à telle heure, à tel moment de la procédure, lorsque vous avez des procédures accélérées, lorsque vous avez besoin de permanence du droit, vous allez vous retrouver devant des difficultés extrêmement sérieuses. Et moi, je suis plutôt inquiète de l'aspect matériel et des effets de ce que vous nous proposez pour les relations et pour la permanence du droit. Parce que ça va poser des difficultés. Et encore une fois, je crois qu'on va en plus subir le contre-coup de la suppression des avoués, parce que là, au moins, on avait le face-à-face. C'était dans beaucoup de cas des boîtes aux lettres, mais dans beaucoup de cas, il donnait quand même un sérieux coup de main en matière procédurale. Et on n'a plus non plus cet échelon-là. Donc moi, j'attire simplement l'attention sur le fait qu'on a besoin de cette permanence du droit et qu'on risque quand même une déperdition d'énergie et une déperdition humaine à force de ne pas faire des réformes complètes. Alors on l'a fait complètement, et c'est ce qu'on avait proposé, certains d'entre nous, au moment de la suppression des avoués. On a dit, vous supprimez la postulation devant la Cour d'appel, parfait, alors supprimons la postulation complètement et revoyons complètement le système. Mais là, on est toujours au milieu du gué. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup. Y a-t-il d'autres prises de parole? Monsieur Arnel, je vous en prie. Oui, Madame la Présidente. Moi, je me trouve un petit peu perplexe dans la discussion, puisqu'après avoir écouté l'excellent collègue, ça me permettra peut-être de ne pas avoir à présenter l'amendement qui vient. La postulation, il nous semble, en tout cas pour le groupe RDSE et dans la perception que nous avons, c'est effectivement non pas un droit octroyé aux avocats,
mais une garantie pour le justiciable. Et la question essentielle, il nous semblait, était la question du maillage territorial. Alors, je ne voudrais pas revenir sur les exemples d'Alès, de Nîmes, de Dunkerque, etc. Et il y en a plein d'autres. Mais probablement pour ajouter encore un petit peu de piment, ou plutôt que c'est un ingrédient de ma région, afin de répondre à la problématique du maillage territorial, et puisque la postulation, en tout cas la suppression de la postulation, n'a pas été concluante, est-ce qu'on ne pourrait pas répondre à cette problématique du maillage en faisant en sorte qu'il y ait une postulation départementale en lieu et place de la proposition de postulation devant l'ensemble des tribunaux de grande instance du ressort de la Cour d'appel et devant la dite Cour d'appel? Je vais donc mettre aux voix l'amendement numéro 14, qui est un amendement de suppression, avec 2 avis défavorables. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? L'amendement n'est pas adopté. 2 amendements qui font l'objet d'une discussion commune. Monsieur Bouvard n'est pas là, donc il n'est pas défendu. Monsieur Arnel, il est retiré. Les 2 amendements suivants, toujours en discussion commune. Monsieur Bigot, le 725. Madame la Présidente, merci de me donner la parole pour présenter cet amendement. Ce sera extrêmement bref. On a déjà avancé. C'est ou bien on va effectivement petit à petit vers la suppression de la postulation. Et pour répondre à notre collègue, je pense qu'effectivement, il peut y avoir à un moment donné un problème de présence d'avocats sur certains territoires, notamment pour répondre en matière pénale, par exemple, aux exigences de la Cour européenne des droits de l'homme, et à la présence en garde à vue, à la présence devant les juridictions. Mais ça, c'est une responsabilité collective. Et le fonds d'accès au droit doit permettre notamment de mieux rémunérer. Et si des jeunes qui sont souvent intéressés par le droit pénal, mais qui pensent qu'il n'est pas suffisamment lucratif, sauf pour les grandes affaires, si des jeunes savent que sur tel territoire, ils auront une solvabilisation de leur clientèle, ils y viendront. À moins qu'ils n'aient vraiment pas envie de vivre dans le monde rural, pour être clair. Ça, c'est un autre sujet qu'on ne réglera pas par la postulation. Et donc, je pense qu'on ne peut pas perpétuellement retarder les choses. Je dirais que ce qu'a prévu l'Assemblée nationale, c'est déjà une forme de compromis. C'est de dire, bon, on ne supprime pas la postulation de manière générale sur toute la France, on le réserve à des territoires de cour d'appel, et franchement, aujourd'hui, d'aller, excusez-moi, je connais mieux ma région que d'autres, mais d'aller de Strasbourg à Colmar, à Mulhouse, ou de Mulhouse à Strasbourg ou à Saverne, ce n'est pas un problème. Jadis, on y allait à cheval et le tribunal de grande instance avait retard. Aujourd'hui, on y est en TER ou en voiture de manière aussi rapide. Et l'informatique permet quand même d'avoir un contact avec les juridictions, le RPVA notamment, qui est complètement différent. Donc, retarder pour de toute façon y arriver, je pense qu'on n'a pas d'intérêt. C'est la raison pour laquelle notre groupe a simplement repris le texte de l'Assemblée nationale, qui me paraît déjà une politique des petits pas, car tôt ou tard, de toute façon, cette notion de monopole de la postulation disparaîtra. Ce qui restera par contre, je le souhaite, et c'est ça la notion d'auxiliaire de justice, c'est de dire il faut des avocats, il faut des gens qui aient prêté serment, qui aient une déontologie pour défendre les gens en justice, pour les représenter, que ce soit les grandes entreprises, les petites et moyennes, mais aussi le particulier, qu'on oublie trop dans cette discussion sur la réforme des professions réglementées. Merci beaucoup. Le 180 n'est pas défendu. Quel est l'avis, Monsieur Pillet, sur l'amendement défendu par Monsieur Bigot, c'est-à-dire 725 ? Présidente, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, contrairement à l'amendement du gouvernement qui procédait par une nouvelle rédaction intégrale de l'article, le présent amendement ne vise que celle qu'il modifie effectivement. Alors, mais il produit exactement les mêmes effets. Alors, en ce qui concerne l'expérimentation de la postulation, je viens de m'en expliquer.
et il y a eu un vote, j'espère qu'il ne changera pas. L'amendement rétablit en second lieu alors la disposition imposant à un avocat ouvrant un bureau secondaire à satisfaire ses obligations en matière d'aide judiciaire au sein du barreau dans le ressort duquel est situé ce bureau secondaire. Ce qui fait qu'on arrivera à une situation un peu curieuse, puisque j'attire à nouveau l'attention des auteurs de l'amendement, comme celle du gouvernement, sur le fait que l'alinéa 6 du présent article interdit aux avocats de postuler au titre de l'aide judiciaire dans un ressort différent de celui où ils ont leur résidence professionnelle. Il y a donc une contradiction évidente entre ces deux obligations, puisque vous obligez dans un cas un avocat à accepter d'être commis d'office et que vous lui interdisez en même temps de postuler auprès de ce tribunal. Il me semble donc que plutôt que de vouloir absolument rétablir la rédaction de l'Assemblée nationale, il faudrait tenter de régler cette contradiction, outre d'ailleurs qu'au plan du fonctionnement des barreaux et des ordres, ça poserait une certaine difficulté, puisqu'un avocat se trouverait soumis à l'autorité d'un bâtonnier au barreau principal et à l'autorité de l'autre bâtonnier dans le bureau secondaire, puisque c'est ce bâtonnier qui effectue les commissions d'office. Enfin, l'amendement rétablit la compétence de la DGCCRF pour contrôler les conventions d'honoraires. C'est un point sur lequel j'ai attiré l'attention du gouvernement dès les auditions. S'il s'agit uniquement, et là encore il y a une ouverture, s'il s'agit uniquement de constater la remise ou non d'un document, c'est-à-dire la convention d'honoraires, qui fixe le mode de rémunération de l'avocat, pourquoi pas? C'est un contrôle formel, est-ce qu'il y a une convention? Est-ce qu'il n'y en a pas? Mais s'il s'agit de s'assurer que ce document était suffisamment complet ou qu'il correspondait bien, compte tenu de l'affaire, à ce que l'avocat était obligé de prévoir pour son client, il faudra entrer dans le dossier. Et là se pose un problème de secret professionnel. D'ailleurs, celui qui peut entrer dans le dossier, c'est le bâtonnier. J'ajoute enfin que la DGCCRF pourrait déployer l'ensemble de ses prérogatives pour assurer ce contrôle, y compris ses pouvoirs de perquisition et de saisie. Or, qu'il n'y a pas sur ce texte, cet amendement de précaution en ce qui concerne l'intervention du bâtonnier, contrairement à ce qui se passe pour une perquisition en matière pénale. Donc sur ce dernier point, alors sur l'ensemble de l'amendement, pour les deux premiers points que j'ai indiqués, il ne peut être que défavorable. Sur le troisième point, j'attends les informations du gouvernement, mais si ce qui m'a été indiqué au cours de l'audition de la DGCCRF, si le contrôle de la DGCCRF n'est qu'un contrôle formel, il existe bien une convention, et qu'à aucun moment son contrôle ne puisse empiéter sur le secret professionnel de l'avocat, pourquoi pas? Merci, monsieur le rapporteur. Monsieur le ministre, vous avez la parole. Merci, madame la présidente. Je vais donner un avis favorable à cet amendement, ce qui me permettra de revenir, ce que je n'ai pas encore fait, sur le fond de la réforme et apporter tout éclaircissement à monsieur le sénateur de Zessar. Je crois qu'en la matière, pour le coup, nous n'arriverons pas à nous mettre d'accord sur ce point avec la commission spéciale. On s'en est parlé, parce que je crois vraiment que vous êtes trop frileux sur le sujet. D'abord, je crois qu'il ne faut pas qu'on joue collectivement à se faire peur. De quoi parle-t-on? En matière pénale, en matière prud'homale, dans nombre de matières, vous l'avez rappelé, il n'y a pas de postulation territoriale. Il n'y en a pas. Là, on ne parle que du civil. Et c'est la conséquence logique de la suppression des avoués qui a été déjà votée en 2011. Et donc, comment voulez-vous expliquer que, quand vous avez une affaire pénale, votre avocat peut aller plaider pour vous dans un barreau à l'autre bout de la France, et donc a fortiori dans la cour d'appel voisine, et que, en matière familiale par exemple, si vous êtes à Chambéry, vous devez passer par la postulation et les coûts y afférents pour divorcer à Annecy. Parce que c'est cela dont on parle. Donc, c'est un prélèvement sur nos concitoyens, c'est une moins bonne justice, et honnêtement, c'est aujourd'hui inexplicable par rapport à l'organisation générale de notre système juridique. Donc, c'est véritablement ce qui s'appelle un archaïsme. Maintenant, est-ce que c'est une profonde déstabilisation? Le chiffre d'affaires de la profession d'avocat, c'est environ 11 milliards. Et macroéconomiquement, la postulation, je reprends les chiffres du barreau, c'est 50 millions. Alors, sauf à ce que ces 50 millions soient vraiment concentrés dans quelques barreaux qui seraient totalement anéantis par cette réforme, on ne parle pas de quelque chose qui est macroéconomiquement significatif. Ce que je veux dire par là, c'est qu'on le voit bien, ce n'est pas l'essentiel de la matière de la profession. Donc on parle
véritablement d'un ajustement. Et moi, j'ai bien pris les points que monsieur le rapporteur citait, mais quelle était la réalité avant la réforme? Est-ce cette expérimentation qui a mis dans votre classement les barreaux d'Alès de Nîmes? Je n'en suis pas sûr, nous n'avons d'ailleurs pas la preuve. Donc, sur ce sujet-là, je ne crois pas, d'ailleurs, la profession d'avocat n'a jamais pu fournir des chiffres robustes pour dire que ce serait une catastrophe qu'on mette fin à la postulation territoriale. Ensuite, vous l'avez rappelé, monsieur le sénateur, nous avons déjà procédé à un compromis. C'est-à-dire que, d'abord, on ne dit pas il n'y a plus de postulation territoriale du tout, on dit on élargit en effet au niveau de la cour d'appel. Premier point. Au niveau de la cour d'appel. Deuxièmement, on a dit il y a des matières qui restent au niveau du tribunal de grande instance, qui ont été définies et qui continueront à être, même en civil, toujours plaidées avec la postulation. Donc, on a déjà fait des aménagements. Et on ne part pas dans le grand bain. Et donc, moi, j'avoue que dire qu'on va passer par l'expérimentation, alors même que c'est une réforme relativement logique, très marginale, et sur laquelle il y a déjà eu des compromis, je trouve que ça n'est pas à la hauteur de l'enjeu. Il y a un système, vous l'avez dit en effet, d'informatisation des actes qui est déployé à 80%, précisément en matière civile. Précisément en matière civile. Et il n'empêche pas, si le besoin était d'aller au contact du magistrat, d'abord de se déplacer, ce qui dans beaucoup de territoires est quand même possible au niveau du ressort de la cour d'appel, ou de choisir un correspondant. Mais l'automaticité de la postulation sera, elle, supprimée. Si besoin est, vous pouvez toujours prendre un correspondant, c'est une liberté qui reste. Donc, très honnêtement, on parle là de quelque chose qui est encadré, qui est aménagé, qui est marginal, qui est le sens de l'histoire. Je crois qu'il ne faut pas jouer à se faire peur, vu l'ampleur du sujet, vu la réforme que nous sommes en train de faire, franchement, il faut avancer. Et puis, monsieur le rapporteur, je dois dire, faire une expérimentation qui prendra 3 ans, qui s'appliquera dans 1 an, qui prendra 3 ans, ça veut dire qu'on ne bouge pas jusqu'en 2019. Bon. Donc, on bouge pour améliorer le bon fonctionnement du droit, pour aller... Mais non, parce que c'est justement très marginal, mais pour éviter que, dans les affaires civiles, on reste à un système de postulation territoriale au niveau du TGI. De la même façon qu'en 2011, on a bougé pour les avoués. Je pense même que votre majorité sénatoriale, qui était à l'époque aux affaires, était pour. Eh bien, c'était beaucoup plus substantiel de bouger pour les avoués, je peux vous le dire. D'ailleurs, ça a donné lieu à indemnisation, ce qui n'est pas le cas d'une telle réforme. Je pense qu'il faut aller au bout de cette logique, ne pas jouer avec les peurs, bien au contraire. L'enjeu est circonscrit, parce que c'est un meilleur service à nos contribuables. Et honnêtement, moi je pense que c'est une forme de mauvais corporatisme de céder là à cette pression et de vouloir différer. Bien. Alors, monsieur le rapporteur. Non, juste un point. Vous avez un présupposé, c'est que c'est bien. L'expérimentation, la force de l'expérimentation, c'est qu'on vérifiera si c'est bien. Et c'est tout. Nathalie Goulet, vous avez la parole. Je trouve ce débat, Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, vraiment très intéressant, mais aussi très important. Et j'ai un tout petit regret, c'est que Madame le garde des Sceaux ne soit pas parmi nous pour pouvoir nous donner sa position pour ces professions qui sont finalement dépendantes de son ministère. Merci, Madame Didier. Merci, Madame la Présidente. Monsieur le Ministre, mes chers collègues, on fait comme si c'était sur tout le territoire la même chose. On fait comme si les différents tribunaux de grande instance traitaient globalement toujours les mêmes affaires, qu'on soit à n'importe quel endroit du territoire. On fait comme si les cabinets d'avocats ou les différentes professions judiciaires avaient les mêmes revenus à Paris, à Bordeaux ou à Briey, dans le nord de la Meurthe-et-Moselle. Et le problème des moyennes, c'est qu'elles ne s'appliquent à personne. Donc, moi, quand il ne s'agit absolument pas, Monsieur le Ministre, de jouer avec des peurs, ce n'est pas le problème. C'est que, objectivement, dans des territoires assez déshérités comme les nôtres, certains le connaissent, nous avons déjà des difficultés sociales. Il y a un tribunal d'instance. Ce tribunal fonctionne avec un barreau, certes pas très important, mais ça fonctionne. Et en tout cas, les gens de ce territoire peuvent trouver là les services qu'il leur faut.
Eh bien, notre collègue a indiqué qu'en Alsace, il n'y avait aucune difficulté à aller de Colmar à Strasbourg. Tous les territoires, là encore, ne sont pas égaux de ce point de vue de la mobilité. Et donc, nous risquons vraiment, et pas pour faire peur, c'est le constat d'avoir des territoires déshérités et où, de fait, pour avoir accès à ces services-là, il faudra tout simplement s'en passer quand on n'en a pas les moyens, quand c'est compliqué. Déjà, s'adresser à la justice, c'est quelque chose de pas simple. Eh bien, nous allons organiser des différences de territoire. Et là, je suis prête à parier que nous allons vers un déséquilibre complet, en tout cas dans des territoires. Monsieur le ministre, vous ne voulez pas entendre parler d'expérimentation. Eh bien, en tout cas, quand on les décide, ce serait bien que finalement, on aille au bout. Hein, et je rejoins le rapporteur. Il serait bien quand ça dit que c'est pas bien, il ne faut pas balayer d'un revers de manche. Mais je vous assure que dans certains barreaux, il n'y aura plus d'avocats, tout simplement. Il n'y en aura plus, parce que l'équilibre qu'ils trouvaient... Alors, certes, la postulation ne représente pas un volume énorme, mais c'est ça plus ça plus ça, puis ça faisait quelque chose d'à peu près correct. Ils iront tout simplement s'installer à Metz, à Nancy ou à Strasbourg ou je ne sais où, et de fait, on va vers la suppression des petits tribunaux d'instance ainsi que des petits barreaux. Voilà la réalité. Il ne s'agit pas de dire qu'on dit n'importe quoi. Enfin, cette façon de vouloir discréditer parce qu'on ne dit pas la même chose que vous, je ne suis pas d'accord. Bien, Madame Didier, merci Madame Didier, pardon. Monsieur le ministre, vous avez la parole. Oui, je voulais d'abord apporter une réponse complémentaire à monsieur le rapporteur, parce que je l'avais omise, sur la DGCCRF, pour dire d'abord qu'il s'agit en effet d'agents qui sont habilités, et ensuite que le secret est préservé, puisque les conventions sont anonymisées dans le cadre du contrôle. Donc là-dessus, je voulais apporter toute vérification. Allez-y. C'est marqué nulle part, mais si vous m'en donnez un, ça améliore la chose. Je vous en donne un. J'en avais pris l'engagement, je l'avais précisé, puisque c'est déjà le cas sur ce que la DGCCRF aujourd'hui contrôle, puisque cela existe. La DGCCRF procède à des contrôles de la sorte. J'avais pris exactement le même engagement au banc à l'Assemblée nationale, et donc j'ai déjà clarifié ce point. Donc, ce qui fait que votre audition de la DGCCRF a dû confirmer ce dernier. Moi, je me réjouis que Madame la sénatrice considère que la réponse au fond des arguments vaille exclusion de l'argument de l'autre. J'ai plutôt eu le sentiment que depuis le début de nos débats, c'était la posture que vous aviez adoptée à mon endroit. Mais c'est parfait si nous avons ce constat commun. Cependant, je veux vous dire deux choses. Je veux vous dire deux choses par rapport à ça. D'abord, détrompez-vous, les avocats les plus pauvres, ils sont à Paris. Ils ne sont pas en province aujourd'hui, quand on regarde les chiffres. Ça, c'est le premier point. Donc, vous faites pas. La deuxième chose, c'est que cette réforme, elle va plutôt baisser le coût pour les justiciables. Parce qu'aujourd'hui, la postulation, elle a un coût. Et donc, elle le baissera. La troisième chose, c'est qu'on ne va pas interdire aux gens d'être au niveau du TGI, on va justement permettre à un avocat qui est dans un TGI et qui aujourd'hui ne peut pas, dans des affaires civiles, aller plaider dans le TGI voisin ou à la cour d'appel, de le faire. De le faire. Et c'est pour ça que l'expérimentation, elle ne doit pas être regardée, Madame la sénatrice, à l'aune du simple barreau, chiffre qui était donné, mais du professionnel. Parce que peut-être qu'il fait moins d'argent au niveau du barreau initial, mais parce qu'il peut aller plaider ailleurs. Et donc, je ne sais pas dire aujourd'hui ce qui se passera pour les professionnels, mais il est évident qu'on accroît leurs possibilités en matière civile de faire. Et encore une fois, pour vous rassurer, en matière pénale, c'est même pas au niveau de la cour d'appel, c'est France entière. Bien. Alors, je vais mettre aux voix l'amendement numéro 725, présenté par Monsieur Bigot, avec un avis défavorable de la Commission et un avis favorable du gouvernement. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Il n'est pas adopté. Deux amendements identiques pour la suite. Le 305 rectifié bis, Monsieur Larcher. Oui, Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, Monsieur le bâtonnier, Monsieur le rapporteur, cet amendement vise à permettre le prononcé par le bâtonnier de la responsabilité de l'avocat vis-à-vis de son client quand il a
manqué à son devoir d'information préalable sur les conditions de sa rémunération. En effet, le bâtonnier est déjà compétent pour juger du montant des honoraires. Dans un souci de simplification, la procédure simplifiée du décret de 1991 auprès du bâtonnier étant plus rapide que la procédure judiciaire, et afin d'assurer la pleine effectivité des nouvelles dispositions de la loi imposant la convention d'honoraires aux avocats, il s'agit de permettre que la même procédure puisse juger à la fois du montant des honoraires, mais également de la bonne information initiale sur leur montant. Il n'est pas simple pour les consommateurs de déterminer à coup sûr lequel de ces deux interlocuteurs, le bâtonnier ou l'autorité judiciaire, sera compétent pour trancher un litige. Je vous remercie. Merci, Monsieur Larcher. Le 515 rectifié n'est pas défendu. Quel est l'avis de la commission sur le 305 rectifié bis? Monsieur le ministre, mes chers collègues, le rôle du bâtonnier en matière de contrôle des honoraires est un rôle d'arbitre. Il vérifie si les honoraires dus dans le cadre de l'exécution d'un mandat sont conformes aux usages. C'est la formule habituellement utilisée. Mais lorsque la contestation ne porte non pas sur le chiffrage des honoraires, mais sur le fait que l'avocat aurait commis une faute dans l'exercice de son mandat, c'est une action d'une nature totalement différente. Et cet amendement qui voudrait donner ces deux pouvoirs au bâtonnier remettrait en cause une jurisprudence constante de la Cour de cassation, un dernier arrêt, si vous voulez, de 10 mars 2004, confirmé par un arrêt du 26 mai 2011. Le bâtonnier n'est pas le juge de la responsabilité. Lorsqu'il juge de la responsabilité, il faut d'abord il trouve une faute dans l'exécution du mandat, un lien de causalité, un préjudice. Je ne vais pas vous faire la relation de la mise en œuvre d'une responsabilité. Je ne peux pas émettre un avis favorable, car cela reviendrait à modifier considérablement le rôle du bâtonnier et à faire de lui une juridiction à part entière, ce que, me semble-t-il, aucun bâtonnier de France ne souhaite. Défavorable. Monsieur le ministre. Oui, j'aurais exactement les mêmes arguments et demanderai ou le retrait, sinon avis défavorable. Retrait, Monsieur Larcher. Très bien. Donc, on passe maintenant à deux amendements identiques. Le 181 tombe et le 197 rectifié, Monsieur Arnel. Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, Mesdames et Messieurs les rapporteurs, chers collègues, la consultation juridique n'est pas définie à aucune étape de la réglementation de l'exercice du droit, alors qu'elle constitue la pierre angulaire du dispositif contenu dans la loi 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques. Pourtant, la consultation juridique n'est pas un acte anodin pour qui la sollicite. Son exercice à titre principal est réservé aux seuls professionnels juridiques réglementés. La proposition de définition contribue à une clarification donc du champ d'intervention de l'avocat au bénéfice du citoyen, dans la mesure où elle permettra de réduire de façon significative les difficultés d'interprétation que cette absence de définition de la notion de consultation juridique a pu générer et des contentieux qui en résultent. Merci. Quel est l'avis de la commission? L'amendement a déjà été déposé en commission et repoussé. Les auteurs de l'amendement se proposent de reprendre dans la loi la définition jurisprudentielle actuelle de la consultation juridique. J'attire toutefois votre attention sur plusieurs points. Le caractère jurisprudentiel de la définition actuelle ne soulève aucune difficulté particulière. J'observe d'ailleurs à cet égard qu'il serait cohérent, si on pousse la logique jusqu'au bout, qu'on définisse la rédaction d'actes sous seing privé qui constitue l'autre prestation délivrée avec la consultation par les professionnels du droit. En outre, la définition qui est proposée diffère de celle de la jurisprudence qui précise que la consultation juridique peut se définir, je cite, comme une prestation intellectuelle personnalisée qui tend à fournir un avis, parfois un conseil, qui concourt par les éléments qu'il apporte à la prise de décision du bénéficiaire de la consultation. C'est une définition très large. Alors, la définition dès lors proposée
pose un problème délicat vis-à-vis des obligations de lutte contre le blanchiment, obligations qui sont faites aux avocats. En effet, dans le système Tracfin, les avocats sont exonérés de toute obligation déclarative s'agissant des consultations juridiques qu'ils effectuent pour leurs clients, sauf lorsqu'elles sont directement fournies à des fins de blanchiment des capitaux ou de financement du terrorisme, ou lorsque l'avocat sait que son client les demande à cette fin. Dans cette perspective, définir trop largement la consultation juridique en permettant qu'elle puisse concerner autre chose que des prises de décision, ou en mettant le conseil sur le même plan que l'avis, étend le champ de l'exonération de la déclaration Tracfin et diminue d'autant l'efficacité du dispositif. Avis défavorable. Merci. Monsieur le ministre, défavorable également. Je vais mettre aux voix l'amendement 197 rectifié avec 2 avis défavorables. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? L'amendement n'est pas adopté. Nous allons passer au vote de l'article 13. Y a-t-il des explications de vote? Je n'en vois pas. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? L'article 13 est adopté. Article 13 bis. 2 amendements identiques de suppression. Alors, je vous en prie, chers collègues, Madame Didier. Merci Madame la Présidente. Monsieur le Ministre, tout d'abord, je voudrais vous rassurer, nous n'avons rien à titre personnel contre votre personne, donc simplement nous exprimons des points de vue, et je vous invite d'ailleurs, à propos de ce que j'ai dit précédemment, à vous rapprocher de votre éminent collègue Christian Eckert, qui est sur le même territoire que moi et qui vous confirmera mes propos. Par cet amendement donc de suppression, nous demandons la suppression de l'article 13 bis. En effet, cet article instaure la liberté d'installation des professions réglementées du droit, revenant sur le numerus clausus et remplaçant le dispositif d'autorisation préalable par un principe de liberté d'installation encadrée. Ce dispositif est actuellement sous contrôle du ministre de la Justice, qui dispose d'une visibilité et d'un pouvoir stratégique sur une carte de la justice et qui prend en compte l'exigence d'accès de tous les citoyens au service public de la justice. Nous ne voyons donc aucune raison de libéraliser les implantations et de déposséder le ministre du pouvoir de décision de nouveaux offices. Il paraît au contraire le mieux placé pour décider des créations de nouveaux offices, puisqu'il dispose seul d'une vision d'ensemble et d'une capacité de régulation stratégique qui, concernant des professions réglementées ayant par délégation des missions de service public, est en l'occurrence tout à fait approprié. Là encore, l'article 13 bis a certes été réécrit en commission des lois, dans un sens qui restreint cette liberté d'implantation, mais qui, tout en l'encadrant, il la valide et en fait un principe de fonctionnement légitime. La Commission a limité cette liberté à des zones identifiées par le ministère lui-même et où un déficit d'office serait constaté par lui. Seules ces zones sont soumises à une liberté totale. Dans les autres zones non carencées, les nouvelles implantations ne seraient pas libres, mais soumises à l'approbation de la ministre. Bien que ne s'exerçant que dans les zones où l'implantation d'office est jugée utile pour renforcer la proximité ou l'offre de services, cette liberté nous paraît peu compatible avec les exigences d'égal accès des citoyens à la justice partout sur le territoire, et cela risque de fragiliser l'équilibre existant entre les offices, et c'est pourquoi nous demandons cette suppression. Chers collègues, le 771 n'est pas défendu. Quel est l'avis de la Commission sur le 15? Il est identique à ce que j'ai expliqué tout à l'heure. C'est un avis de suppression, c'est un amendement de suppression. Nous allons voir avec les débats suivants à éclairer vos avis qui suivront et qui ne changeront certainement pas. Mais enfin, l'avis est défavorable. Monsieur le ministre, le même. Je mets aux voix l'amendement numéro 15 avec 2 avis défavorables. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Il n'est pas adopté. Amendement 1618 du gouvernement. Monsieur le ministre, vous avez la parole. Oui, je vais essayer ici de rapidement dire quels sont les principaux points sur lesquels le gouvernement souhaite modifier le texte de la commission spéciale du Sénat sur cet article 13 bis. Alors d'abord sur la définition de ces zones utiles.
Il est prévu dans le texte de la commission spéciale que ces zones, elles sont donc définies par le ministre de la Justice après avis de l'autorité de la concurrence. La détermination des zones telles que proposées par notre amendement, elle vise à dire que l'autorité de la concurrence propose une carte, donc objective, et que c'est sur cette base que la décision est prise par les deux ministres. Deuxième point, c'est le mécanisme de classement au mérite si plusieurs candidats à l'installation existent dans une zone utile. C'est l'alinéa 7. Cette mesure me paraît relever du niveau réglementaire. Elle correspond aux modalités de nomination par le ministre de la Justice d'un officier public ministériel. Et donc là-dessus, je ne souhaite pas qu'elle soit maintenue. Troisième point, c'est sur le refus d'installation dans les zones utiles par le ministre de la Justice, qui est possible si un nombre suffisant d'offices est intervenu après la publication de la cartographie. Ce refus est rendu sans avis de l'autorité de la concurrence. Il nous semble que la libre installation doit être automatique dès lors que la zone est déclarée utile pendant 2 ans. Et le délai court, qui doit justement permettre d'éviter un surnombre, justifie la révision régulière. C'est toute la philosophie de la proposition initiale du gouvernement qui a été confortée par le vote à l'Assemblée nationale. Le quatrième point, il est relatif au contentieux de l'indemnisation lié à la perte de valeur patrimoniale de l'office qui est confié au juge judiciaire et non plus au juge de l'expropriation. En effet, le Conseil constitutionnel a reconnu que la valeur d'un office revêtait un caractère patrimonial. Dès lors, le juge de l'expropriation peut être compétent. C'est ce que nous voulons ici rétablir. Le cinquième point, c'est que le fonds de péréquation, j'ai eu l'occasion de m'en expliquer, prévu à l'article 12, peut servir à l'indemnisation à laquelle le titulaire d'un nouvel office est tenu dans votre alinéa 17. Et nous souhaitons que l'atteinte à la valeur d'un office existant par un nouvel entrant soit reconnue sur la base d'une analyse locale et au cas par cas. Pourquoi? C'est exactement la philosophie que j'expliquais tout à l'heure. Parce que si, au bout de 6 ans, il s'avère qu'il y a une perte qu'il faut compenser, on considère qu'en quelque sorte, il y a une clientèle qui aurait dû être achetée, qui n'a pas été achetée par le professionnel. Il est donc normal qu'il vienne le faire. Il aura au moins 6 ans d'exercice, et donc sans doute plus de solvabilité qu'un jeune professionnel qui, de toute façon, doit acheter au premier jour une clientèle lorsqu'il a à la racheter. Voilà les points essentiels, je préfère être synthétique, qui différencient, sur lesquels cet amendement du gouvernement vient proposer des changements au texte qui sort de la commission et qui renvoie à ce que j'ai pu décrire précédemment à l'article 12. C'est pourquoi je propose de ne pas être plus long et je veux pleinement rassurer Madame la sénatrice. J'ai pu mesurer depuis le début de nos débats la qualité de ces échanges. Merci, Monsieur le ministre. Monsieur le rapporteur. Alors, Monsieur le ministre, je vous donne acte que vous avez été effectivement synthétique, ce qui va m'amener à l'être un peu moins. Monsieur le ministre, la commission spéciale souhaite enfin effectivement profiter de l'occasion que vous nous donnez de recueillir des explications plus précises sur la position du gouvernement au sujet des modifications que vous avez apportées au texte des députés. Encore une fois, je vous rappelle, ce qui ne me vaudra pas le volet de Boisvert de tout à l'heure, que la commission spéciale a validé certains des principes qui inspirent cette disposition. On les a validés. Liberté d'installation encadrée dans les zones carencées, avis de l'autorité de la concurrence et indemnisation des concurrents. Alors, comme à l'article 12, et pour la même raison, nous avons supprimé le principe d'une compétence partagée entre le ministre de la Justice et le ministre de l'Économie. Je me suis déjà expliqué à plusieurs reprises. Vous connaissez notre position. Sur le deuxième point, sur lequel j'appelle votre attention, est celui concernant les demandes concurrentes dans les zones de libre installation. Vous indiquez que c'est du domaine du règlement, j'en suis pas sûr. Je pense qu'il faut que la loi le prévoie, parce que le principe, c'est la libre installation. Il faut que la loi cadre. Et donc, vous, dans ce texte, vous ne me dites pas un mot de la situation dans laquelle, dans une zone de libre installation, plusieurs candidats se présenteraient. Quel sort il faudrait donner à leur candidature? La commission spéciale a prévu que le ministre de la Justice mette les demandeurs en concours afin de les classer par ordre de mérite, afin de désigner ceux qui pourront créer un office. Nous avons fait avancer les choses, puisque j'ai même lu des amendements qui voulaient que ce soit le premier qui dépose son dossier qui est l'office, qui était un peu curieux. De la même manière, il était nécessaire de prévoir la situation dans laquelle, compte tenu des créations déjà intervenues, l'offre ou la proximité de service est devenue satisfaisante avant que la carte ait eu le temps d'être révisée. Dans ce cas, il me paraît
qu'il faut donner décidément au ministre de la Justice toute latitude pour refuser les demandes d'installation qui lui seraient encore adressées. Je suppose que de toute façon, c'est une compétence à laquelle vous ne tenez pas. Pouvez-vous, Monsieur le ministre, si vous n'êtes pas d'accord avec le dispositif de la Commission, nous dire précisément comment vous estimez que ces demandes concurrentes devraient être traitées? Le troisième point sur lequel je souhaite insister, celui des zones intermédiaires. Vous avez dit et reconnu à plusieurs fois pendant les débats, et vous avez raison, qu'il y a 3 zones. Or, le dispositif que vous proposez en distingue 2. Il en laisse une 3e dans l'ombre, parce qu'entre les zones où la proximité ou l'offre de services est insuffisante et celles où la création d'un office nouveau porterait atteinte à l'exploitation des offices existants, il y a celles où l'offre de services est satisfaisante et où un office pourrait être créé sans forcément compromettre la qualité du service ni porter atteinte à l'exploitation d'autres offices. J'élargis donc la possibilité de création d'offices dans ce cas-là. Dans le silence du texte, on ne sait pas quel ministre, et a fortiori on ne sait pas si le ministre de la Justice pourrait ou non refuser une nouvelle demande de création d'un office. Une telle lacune, peut-être du juridisme, mais pose la question de la conformité de cette disposition à la Constitution compte tenu de la jurisprudence constitutionnelle sur l'incompétence négative du législateur. J'attire votre attention, Monsieur le ministre, sur le fait qu'à plusieurs reprises à l'Assemblée nationale et lors de la discussion générale, vous avez évoqué ces 3 zones alors que le texte n'en propose que 2. Nous avons comblé cette lacune. Enfin, le dernier point sur lequel je souhaiterais que nous ayons une discussion est celui du dispositif d'indemnisation des concurrents lésés. On a évoqué ce point à plusieurs reprises, mais, Monsieur le ministre, le choix du gouvernement de confier le soin de fixer, alors on fait peut-être du juridisme, de la procédure, mais après tout, on attend de nous de faire d'émettre des lois qui soient compatibles avec celles qui préexistent, de confier le soin de fixer cette indemnité au juge de l'expropriation. Ça me paraît surprenant, parce que certes, ça s'inspire du dispositif d'indemnisation des avoués, mais il s'agissait à l'époque de la suppression d'une profession et d'une indemnisation par l'État pour un motif d'intérêt général. Les situations ne sont pas les mêmes. Le juge de l'expropriation connaît des litiges entre un particulier et une personne publique. Or, dans le cas qui nous occupe, il s'agit d'un contentieux entre personnes privées pour un préjudice sur une perte de chiffre d'affaires, et ça doit relever de la compétence du tribunal de grande instance. Voilà, je serai, bien sûr, nous serons attentifs aux réponses exhaustives que vous nous donnerez. Il est vraisemblable que toutes celles que vous nous donnerez ne répondront pas à nos attentes. C'est la raison pour laquelle je vais conserver mon avis défavorable, en espérant qu'il ne soit qu'à titre conservatoire. Bien. Monsieur le ministre. Et le ministre aussi, monsieur le sénateur, n'ayez pas peur. Donc, je vais apporter les éléments de clarification demandés par monsieur le rapporteur. D'abord, pour dire qu'il y a bien 3 zones dans le texte tel que nous le proposons. Il y a les zones, précisément dites carencées, où il y a un appel d'offres qui est organisé, et donc on renvoie en effet au décret l'organisation de cet appel d'offres. Pourquoi forcément faire un concours? Il peut y avoir d'autres critères, d'autres conditions, donc c'est ce qu'on propose de définir au niveau réglementaire, et vous avez tout à fait raison de préciser qu'il s'agit du garde des Sceaux qui doit définir ce point. La deuxième zone, c'est les zones dites libres, où on considère que l'installation d'un nouveau professionnel ne porte pas atteinte à l'équilibre des autres professionnels, et là on préserve néanmoins une capacité de veto, parce que ce n'est pas une liberté complète d'installation. C'est cette deuxième zone qui est identifiée par la cartographie. Et puis, il y a les zones interdites, entre guillemets, où là, on considère que toute nouvelle installation porterait atteinte donc à l'équilibre des professionnels qui sont déjà installés. C'est les 3 zones qui sont définies dans ce texte et telles qu'il les articule. Donc, je voulais clarifier ce point, ce qui fait qu'en effet, il y a 3 logiques d'installation, pour être parfaitement clair. Dans les zones qui sont de manière manifeste carencées, on organise un appel d'offres qui peut prendre la forme d'un examen ou tout autre, pour que des professionnels puissent venir s'installer librement. Moi, je suis, évidemment, l'examen peut être une forme de concours qui est connu d'ailleurs aujourd'hui lorsqu'on crée un office, c'est comme ça qu'on le fait. Oui, exactement, pour les nouveaux offices, ceux qui sont créés.
Mais ce qu'on constate, c'est que les délais sont parfois très longs. Et donc, il peut y avoir d'autres procédures qui sont aussi beaucoup plus souples et qui permettent d'ailleurs de valoriser les acquis de l'expérience. C'est pour ça qu'il faut être sur ce plan très vigilant et regarder les choses, parce que qui on veut faire accéder, enfin à qui on veut laisser la possibilité d'accéder à la création d'un office dans ces zones de manière évidente carencées où on ne porte pas atteinte aux autres professionnels en place parce qu'il y a un manque et il y a de la matière. Ça peut être à certains notaires salariés qui voudraient accéder. Ça peut être aussi à des jeunes qui voudraient créer leur office. Il y a plusieurs situations différentes qui supposent de prendre en compte, évidemment, l'honorabilité, les diplômes, etc., tout ce qui est imposé, mais également de valoriser les acquis de l'expérience. Donc il faut être vigilant sur les modalités. Bon. Donc c'est pour ça que ça, on le renvoie au réglementaire. Ensuite, il y a, je le disais, cette zone intermédiaire, où là, on considère qu'il y a une installation qui... Il n'y a pas de carence, il y a une installation qui doit pouvoir être libre parce qu'elle ne porte pas atteinte aux équilibres, mais on laisse un droit de veto au garde des Sceaux. Donc il y a une régulation qui est créée parce qu'on n'est pas sûr des résultats. Et c'est dans ce cas-là qu'on prévoit, en effet, un régime d'indemnisation. Je ne reviendrai pas, je l'ai déjà expliqué. Mais le juge de l'expropriation, il est prévu dans ce cas, et d'ailleurs, c'est ce que recommandait le Conseil d'État au gouvernement lorsque l'échange a eu lieu sur ce texte. Pourquoi ? D'abord parce qu'il apporte une garantie procédurale, et ensuite parce qu'il s'agit de perte de valeur patrimoniale pour précisément un professionnel en place qui pourrait prouver, après 6 années, qu'il y a une perte de valeur patrimoniale parce qu'un jeune vient de s'installer. Et donc c'est pour ces 2 raisons que nous organisons, quand nous prévoyons la compétence du juge de l'expropriation. Enfin, dans la 3e zone, pour être parfaitement clair, on ne change rien. C'est-à-dire qu'on reste dans le système actuel où vous avez des professionnels qui, quand ils veulent céder la place, eh bien, avec le droit de présentation, soumettent leur succession au garde des Sceaux qui l'accepte ou pas et qui permet en tout cas la succession de l'office. Voilà l'organisation qui est prévue. Voilà pourquoi nous avons fait référence au juge de l'expropriation. Et voilà aussi pourquoi l'autorité de la concurrence a ce rôle que j'évoquais, parce qu'elle... Pardon ? Voilà, non, mais je redisais qu'elle avait ce rôle d'objectivation, et j'aurais dû le dire d'ailleurs dans la présentation de cet amendement. Vous avez en effet, sur tous ces points, poursuivi la logique du texte du gouvernement, et je vous en remercie. Nous avons ces points de sensibilité sur certains aménagements, mais vous n'avez pas remis en effet en cause plusieurs fondamentaux de ce texte. Mais je crois que c'est vraiment sur ces 3 zones que j'évoque et ce mécanisme qui a ce léger désaccord qui m'a conduit à présenter cet amendement. Merci. Monsieur Desessard, vous avez la parole. Merci, Monsieur le ministre, de vos explications, mais c'est toujours l'inconvénient d'avoir une bonne explication, c'est qu'elle rend les choses lisibles et elle nous permet justement de voir, de nous questionner. Vous définissez 3 zones et puis vous dites, suivant ces zones, on met le paquet, ou on permet que ça se fasse, une zone où on calme et puis une zone, on expérimente un peu, en gros. Mais qu'est-ce qui empêche de le faire aujourd'hui ? C'est la garde des Sceaux qui a la possibilité de créer des études. Donc, qu'est-ce qui empêche de dire, je fais mes zones ? Alors, à moins que vous disiez, ce que je n'ai pas entendu, les ministères sont tellement bloqués qu'on n'ose plus rien faire, et à ce moment-là, il faut qu'il y ait une loi pour débloquer la situation. Ça peut être une explication. Ou alors, vous dites, monsieur le Premier ministre, aidez-moi à convaincre, et allons-y avec Madame la ministre de la Justice, pour qu'on relance Madame la garde des Sceaux, qu'on puisse relancer le processus. Mais qu'est-ce qui empêche de le faire, puisque la création aujourd'hui des études se fait par le gouvernement. Après, donc là, qu'est-ce qui empêche le gouvernement de faire des zones, et dans ces zones, de lancer des appels d'offres ou non? Bon, ça c'est la première chose. Ensuite, il y avait quelque chose de pas clair. Excusez-moi de vous dire cela comme ça, Monsieur le ministre, et je ne voudrais pas que vous disiez que je ne veux pas maintenir un contact, un dialogue, parce qu'on aura l'occasion de se fâcher la semaine prochaine. Mais donc je voudrais continuer la semaine, aujourd'hui, dans un bon rapport, puisque là, visiblement, il y avait des explications intéressantes. Mais, Monsieur le ministre, vous dites
faut que ce soit des jeunes. Bon, alors j'entends, actuellement, on demande quand même aux notaires, ils passent un certain nombre de temps, et ensuite il y a dès qu'il y a une étude qui se libère, les salariés ou les clercs peuvent postuler et ils passent, je crois, c'est pas un examen concours, enfin c'est un concours, c'est-à-dire c'est celui qui est pris pour prendre l'étude. Bon. Alors vous dites, il faut tenir compte de l'expérience. Donc cela, je peux le comprendre, ça veut dire c'est la remise en cause du concours. Ou est-ce que ce sont des critères en plus du concours qui est pour tenir compte de l'expérience? Bon, je n'ai pas tellement bien compris ce que vous vouliez dire. Et après, vous dites qu'il faut que ce soit les jeunes. Alors là, je dis, les jeunes qui ont l'expérience, qu'est-ce qu'il veut dire exactement? Donc, alors, si vous voulez dire que c'est un brassage général, qu'il faut jeunes, expérience et tout, je veux bien comprendre, mais alors, qu'est-ce qui change par rapport à aujourd'hui? Qu'est-ce qui empêche de le faire? Ou alors, vous remettez en cause le concours. Et donc, à ce moment-là, le concours, comme l'a dit monsieur le rapporteur dans la matinée ou à un moment donné, il a l'avantage que ce n'est pas obligatoirement le fils de l'archevêque, je reprends son expression. Et donc, ça veut dire que le concours, il a cette particularité que tout le monde peut le passer. Et si vous introduisez d'autres critères, pourquoi être... Alors tout ça, je vous remercie de vos explications, mais comme je vous l'ai dit, lorsque des fois on est trop transparent et qu'on donne trop d'explications, ça donne prise aux interlocuteurs pour vous poser des questions complémentaires. Bien. Y a-t-il d'autres demandes de parole? Je vais mettre aux voix l'amendement du gouvernement. Monsieur le ministre, vous voulez prendre la parole? Je vais répondre à monsieur le sénateur. D'abord pour dire qu'en effet, aujourd'hui, on voit bien que le système est bloqué. Je le disais à l'instant, donc il faut créer les conditions d'une plus grande objectivité pour l'ouvrir. C'est ce que vient faire ce texte. Et d'ailleurs, ce que permettront de faire les deux textes, parce que même le texte de la commission spéciale, je disais, on a des désaccords, mais il permet déjà de débloquer les choses, parce qu'on crée les conditions d'une objectivité. Puisqu'on voit bien que les professionnels eux-mêmes ont reconnu, en 2009, je le disais, quand il y a eu des discussions avec les précédents gouvernements, qu'il fallait ouvrir l'accès à la profession. Ça n'a pas été fait. Ça n'a pas été fait. L'Île-de-France demandait à votre président de commission spéciale s'il y a eu des créations massives d'offices notariaux en Seine-Saint-Denis. Il en manque profondément, et vous aussi, Madame la Présidente, il en manque profondément dans ces régions. Et on les connaît, hein, les déserts notariaux. Donc, le système est bloqué. Là, on crée les conditions d'une plus grande transparence, d'une plus grande objectivité. Et il est bloqué parce que voilà, il y a un jeu d'acteurs qui s'est progressivement constitué année après année. Et on connaît ces résultats, on l'a dans différents secteurs de sociologie, si je puis dire, administrative, professionnelle. Donc c'est la raison d'être de cette réforme que nous portons avec la garde des Sceaux. Le deuxième point que vous évoquez, j'ai peut-être été insuffisamment clair, et donc je voulais ici le repréciser, c'est de dire on veut permettre l'accès à la création d'offices de certains professionnels. Et l'accès à la création d'office, ça peut être des jeunes diplômés qui ont toutes les conditions de diplôme, de stage, d'honorabilité, donc reconnus justement, et tous ces critères-là sont clairement sous l'autorité de la garde des Sceaux, qui veulent accéder à la création d'un office. Et donc, ils pourront être candidats dans ces zones carencées. Mais en même temps, si on ne crée, par exemple, qu'un concours de type académique, vous voyez bien l'avantage du jeune diplômé, frais et moulu, qui est au fait précisément peut-être des dernières jurisprudences, qui serait le candidat idéal à ce nouveau concours. Mais vous fermeriez la porte, en tout cas vous créeriez une forme de désavantage à d'autres notaires qui sont aujourd'hui dans des offices, notaires salariés, qui veulent pouvoir accéder précisément à la création d'offices. Parce qu'un notaire salarié, aujourd'hui, il peut passer sa carrière entière sans être plus que salarié. Et les différences de rémunération sont substantielles entre un notaire salarié et un notaire associé. Je ne parle pas d'un notaire qui a son propre office. Pour être associé, il faut que le notaire qui tient l'office vous propose. C'est le critère même d'affectio societatis qui préside. Et donc, cet accès est dans la main de celui qui vous emploie. Et donc, il faut qu'on puisse aussi ouvrir l'accès au notaire salarié à la création d'un office public. Donc, il faut que ce soit une liberté aujourd'hui qu'il a. Et donc, c'est pourquoi je suis prudent sur les modalités. Ça peut être un examen de type académique, ça peut être un appel d'offres, ça peut être un examen, enfin un concours qui va prendre en compte à la fois les compétences académiques et valoriser les acquis de l'expérience.
pas forcément par définition pour faire ce brassage, mais je crois qu'il y a un travail très fin que doit faire la chancellerie à cet effet pour qu'on puisse aménager les conditions d'un juste accès, mais qui prennent en compte les aspirations de l'ensemble des professionnels du secteur. Voilà les clarifications que je pouvais apporter. Monsieur Bigot, vous souhaitiez prendre la parole? Oui, je voudrais simplement dire que, Madame la Présidente, Monsieur le Président de la Commission, je déplore que ce débat extrêmement technique entre Monsieur le Ministre et notre rapporteur se fasse ici, alors qu'il aurait pu avoir lieu en commission si nous avions choisi, non pas d'associer le ministre à tous les travaux, on était d'accord là-dessus, mais d'auditionner le ministre en commission pour échanger sur ces points. Franchement, dans le détail, est-ce que c'est le juge de l'expropriation ou un autre magistrat du tribunal de grande instance? De toute façon, le juge de l'expropriation est un magistrat du tribunal de grande instance. C'est des détails. Ça donne le sentiment que, alors qu'on est d'accord sur le fond, on veut pinailler sur des points de détail pour dire c'est plutôt nous qui l'avons fait plutôt que le ministre. Je trouve que ça n'a pas d'intérêt. C'est un peu dommage. Et je pense que ces débats très techniques, on aurait pu les avoir en commission. Merci. Monsieur Capo-Canellas, vous avez la parole. Merci Madame la Présidente. Monsieur le Ministre, mes chers collègues Bigot, d'abord, je suis un peu lassé d'entendre au fil des débats, et je parais jusque-là, que la Commission n'aurait pas passé assez de temps. La Commission a été constituée dès le mois de janvier. La Commission, à la différence de l'Assemblée nationale, a choisi de faire des auditions qui ont été nombreuses. La Commission a convié l'ensemble des membres du gouvernement concernés par ce texte, et le gouvernement, je le remercie, a bien voulu accepter, à la différence de l'Assemblée, que les membres du gouvernement concernés, notamment la garde des Sceaux, viennent longuement devant chacun d'entre vous. Et vous avez eu la liberté d'interroger le garde des Sceaux, le rapporteur, comme chacun de ses collègues, face à chacun des ministres, l'a fait. Nous avons un travail très approfondi. Nous avons également pris le temps d'examiner le texte proposé par chacun des rapporteurs et les amendements assez longuement. Je vous rappelle que nous n'avons pas consommé le temps qui nous était imparti là-dessus. Chacun a fait des efforts. C'est une période préélectorale pas évidente, mais nous avions encore du temps disponible pour les travaux en commission. Nous n'avons jamais écourté les débats sur ce point, et le rapporteur a été celui qui avait d'ailleurs la matière la plus juridique. C'était évident, la matière la plus complexe. Il a toujours pris le temps sur chacun des sujets, comme il vient de le faire à l'instant et depuis 2 heures maintenant. Il a toujours pris le temps d'exposer sa vision et de laisser chacun débattre là-dessus, et j'ai veillé à ce que le débat ait lieu. Alors après, vous nous dites qu'il y a des points de détail qui surgissent du débat avec le ministre. Moi, je pense qu'en droit, et sur ces sujets-là, les points de détail n'en sont pas, le diable étant dans les détails, chacun le sait, et ça mérite qu'il y ait une discussion publique qui est enrichie. Nous avons une tradition au Sénat, et j'ai entendu les demandes, y compris de votre groupe, dès le départ, pour dire que lors de l'examen des amendements des rapporteurs, eh bien, c'était sans la présence du ministre. Mais ça a été dans ce cadre-là, et y compris votre groupe, en tout cas par la voix notamment de l'ancien président de la Commission des lois, nous l'avait expressément demandé. Voilà. Et le ministre a bien voulu comprendre que c'était la tradition du Sénat. Et je pense que ça n'a pas nuit au travail parlementaire. Mais nous souhaitions aussi que le débat vraiment puisse prospérer en séance, comme vous le faites maintenant, et je vous en remercie. C'est utile, parce que la séance publique doit rester quand même aussi le moment où chacun des sénateurs peut s'exprimer. Et il y a des sénateurs qui ne sont pas membres de la commission spéciale, qui ont pu s'exprimer et qui peuvent apporter aussi leur contribution au débat. Je crois que c'est particulièrement utile. Monsieur Pillet, vous avez la parole. Je ne peux pas, encore une fois, ne pas réagir. Au cours de ces auditions, 70, j'en ai fait 70, certaines, je les ai faites 2 fois, ouvertes à tous. Certaines, à ma demande, je les ai réitérées, réouvertes, pour savoir si ce que je proposais était sérieux ou pas, était admissible ou pas. Et en ce qui concerne le travail que nous avons pu faire avec le ministère des Finances, je tiens à rappeler que, outre l'audition de Monsieur le ministre, en audition solennelle de la Commission, nous avons eu une audition que j'ai fait moi-même avec le cabinet et qui était ouverte à tout le monde. Après, il y a eu 2 auditions particulières et à ma demande, et que Monsieur le ministre a eu également a pris l'heureuse initiative de me demander de venir dans une autre audition informelle. 4 auditions plus une, ça fait 5 avec le ministère. Alors, on a
Mais vous pouviez venir. Mais vous pouviez venir, c'est peut-être la seule fois, du coup, je ne vous ai pas entendu. Ah ben ça, c'est vous arrangerez avec le ministre. Donc, nous avons évoqué tous ces points, et je ne veux pas, encore une fois, entendre dire, parce que vous avez décidé d'en revenir brutalement au texte de l'Assemblée, que nos avancées sont insuffisantes, alors qu'on est les seuls qui en avons fait. J'ai, encore une fois, et je remercie le ministre, je remercie son cabinet, chaque fois que j'ai demandé une audition, je l'ai eue. Et le ministre m'en a rajouté une personnelle supplémentaire lors de sa propre invitation. Je vous passe les rencontres qui peuvent avoir de temps en temps lieu à la suspension pour s'entendre ou essayer de s'entendre sur différents points des articles. Et puis enfin, vous avez dit que le travail parlementaire était peut-être, vous risquez de ne pas admettre les détails. Le travail parlementaire, c'est aussi un travail de détail. Merci, Madame de Roche. Vous avez la parole. Merci Madame la Présidente. Vous avez dit, Monsieur Bigot, chers collègues, que c'était en effet un débat très technique. Mais en même temps, tous les uns et les autres dans nos départements, quelle que soit notre formation. Vous êtes avocat, moi je suis médecin de formation, certains sont chefs d'entreprise, chacun sa formation. Nous avons tous dans nos circonscriptions été sollicités depuis des mois par les professions réglementées. Et sincèrement, moi je suis heureuse, et je pense que beaucoup de mes collègues partagent cette satisfaction, de pouvoir cet après-midi entendre et le rapporteur et le ministre et chacun d'entre vous s'exprimer sur ces sujets. Nous avons tous été sollicités, ce n'était pas qu'un débat de commission et moi je suis heureuse que dans cet hémicycle on puisse enfin débattre de ce sujet qui était quand même un des points forts de la loi que nous examinons en ce moment. Merci, chers collègues. Je vais donc mettre aux voix l'amendement du gouvernement avec avis défavorable de la commission. Qui est pour l'amendement? Qui est contre? Qui s'abstient? Il n'est pas adopté. J'ai maintenant 25 amendements qui font l'objet d'une discussion commune. 25, je dis bien 25. Le 363 rectifié, Madame de Seine. Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, chers collègues, cet amendement est dans le même esprit que celui déposé à l'article 12 qui n'a pas été adopté. En conséquence, je retire le présent amendement. Merci beaucoup. Le 199 rectifié, Monsieur Arnel. Nous sommes dans la même logique, mais comme nous souhaitons rester dans la cohérence, nous estimons quand même que l'argumentation est la même que précédemment. L'autorité de la concurrence ne doit pas voir ses attributions étendues de manière si extensive qu'elle deviendrait co-législative de notre réglementation. Très bien. Donc, Madame de Seine, le 282, même, voilà, je le retire. Monsieur Navarro n'est pas là, donc le 414 n'est pas défendu. Le 634 rectifié bis, Madame Gruny, elle n'est pas là. Il n'y a pas de, donc il n'est pas défendu. Le 1063, je vous en prie, chers collègues. Merci Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, mes chers collègues. De la même manière que nous nous sommes opposés lors de l'examen de l'article 12 à l'introduction de l'autorité de la concurrence dans la procédure de détermination des tarifs des professions réglementées, nous nous opposons ici à son introduction dans la réflexion concernant l'élaboration de cartes relatives aux zones d'implantation des nouveaux offices des professions réglementées. Parce qu'elles ne concernent pas des activités purement marchandes et concurrentielles, parce qu'elles traitent du rapport des citoyens au droit, à l'accès à la justice, parce qu'elles sont, sans être complètement sous la tutelle du ministère, réglementées par lui pour garantir la réalisation des missions de service public dans le respect de l'intérêt général. Cette responsabilité ne peut incomber à l'autorité de la concurrence. Ainsi, nous retrouvons au sein de cet article traitant de la réglementation, de l'installation des professions juridiques, de l'intervention de l'autorité de la concurrence. Elle donne un avis sur la carte établie par le ministre de la Justice pour déterminer les zones où l'implantation et la création de nouveaux offices est libre en raison d'un besoin identifié
de renforcement de proximité ou de l'offre. Il est également prévu dans les alinéas 19 à 22 que le garde des Sceaux puisse saisir pour avis l'autorité de la concurrence sur toute question relative à la liberté d'installation des notaires, huissiers de justice et commissaires-priseurs judiciaires, et qu'elle puisse adresser des recommandations au ministre sur l'augmentation du nombre d'offices sur le territoire. Nous demandons donc la suppression de toute introduction de l'autorité de la concurrence dans cet article et dans la problématique d'installation et de création d'offices de professions réglementées. Cette autorité administrative n'est en effet ni légitime ni compétente dans la matière. Sa vocation est exclusivement économique et idéologique, puisqu'elle doit favoriser la libre concurrence guidée par le dogme de l'autorégulation, théorisé par Adam Smith sous le nom de main invisible, ce qui, en l'occurrence, est antinomique avec des missions de délégation de services publics réglementés, qui, par définition, ne peuvent être entièrement concurrentielles. En la matière, le meilleur interlocuteur reste encore le ministère de la Justice, et l'intervention de l'autorité de la concurrence, loin de lui être utile, a introduit un premier jalon de la volonté de libéralisation de ces professions que nous combattons. Je vous remercie. Bien. Alors, merci. Le 340 n'est pas défendu. Le 284 rectifié, Monsieur Medviel. Il est défendu ou Madame de Seine, peut-être? « 284 rectifié quater. Oui. Oui, Madame la Présidente, ce projet de loi entend imposer à toute personne sollicitant son installation en tant que notaire de justifier notamment de conditions d'expérience. Les dispositions actuelles régissant la nomination des notaires imposent la possession d'un diplôme d'aptitude aux fonctions de notaire, ce qui assure la qualité des candidats et permet l'équité. La seule référence à l'expérience ne peut suffire pour l'exercice d'une délégation de puissance publique. C'est pourquoi il est proposé de remplacer les mots « d'expérience » par les mots « de diplôme ». Le 374 rectifié n'est pas défendu. Idem pour le 416, pour le 567 rectifié, le 671, pardon. C'est combien, Madame Duchesne? Oui, j'étais présente. Voilà, j'étais présente, mais il a été défendu. C'était le même amendement que celui présenté par ma collègue. Excusez-moi, chers collègues. Alors, le 671 rectifié bis, il y a bien personne. Le 118 rectifié, idem. Le 365 aussi. Le 341 aussi. Donc je passe maintenant au 229 rectifié, Monsieur Arnel. Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, Mesdames et Messieurs les rapporteurs, le présent amendement a pour objet de préciser que le ministre de la Justice doit pouvoir refuser la demande de création s'il est avéré que cette création est de nature à porter atteinte à la continuité de l'exploitation des offices existants ou à compromettre la qualité du service rendu. Merci. Le 283 rectifié quater, Madame de Seine. Madame la Présidente, chers collègues, Monsieur le Ministre, cet amendement a pour objet la nécessité que le ministre de la Justice ne puisse que refuser la demande de création s'il est avéré que cette création est de nature à porter atteinte à la continuité de l'exploitation des offices existants ou à compromettre la qualité du service rendu. En effet, dès lors qu'il n'y a pas de carence, il n'est pas justifié d'envisager la possibilité d'une installation. Dans ces conditions, la garde des Sceaux doit refuser. Si le 372 rectifié, Madame Duchesne, amendement identique. Merci. Ensuite, le 415 tombe.
Le 651 rectifié bis tombe également. Le 1061, Madame Assassi. Merci Madame la Présidente. C'est une véritable hécatombe cet après-midi d'amendements. L'article 13 bis, dans sa nouvelle rédaction, crée des systèmes de zones avec des zones d'implantation libres qui sont déterminées par le ministre et qui correspondent à des secteurs où le nombre d'offices paraît insuffisant et où l'implantation de nouveaux offices pourrait renforcer la proximité juridique. Dans les autres zones où l'implantation n'est donc pas libre, la loi prévoit que le ministre de la Justice peut refuser une demande de création d'office. Pourtant, s'il ne s'agit pas d'une zone où une éventuelle carence a été constatée, le ministre n'a aucune raison d'autoriser l'ouverture d'un nouvel office et cette autorisation déstabiliserait l'équilibre des offices existants. Au-delà, autoriser ces implantations dans des zones non prioritaires, alors même que c'est le ministère qui définit lui-même ces zones, les zones où il y a un besoin de création, paraît complètement illogique. Maintenir cet alinéa en l'état, c'est donc conserver le principe de dérégulation, excusez-moi, mais peut-être en voulant le camoufler. C'est pourquoi nous proposons que dans ces zones, le ministre refuse systématiquement toute création d'office. Nous proposons donc avec cet amendement de conserver l'idée de deux zones distinctes et de n'autoriser la liberté d'installation contrôlée par le ministre que dans les zones identifiées par lui comme ayant une offre insuffisante en matière de profession juridique. Merci beaucoup. Alors, ensuite, nous passons au 119 rectifié, qui n'est pas soutenu. Un autre amendement identique, Monsieur Arnel, c'est le 230 rectifié. Il ressemble étrangement, Madame la Présidente, à un autre, mais je me fais fort quand même de le lire, puisqu'il me semble que ça apporte quand même une note supplémentaire au débat. Le projet de loi prévoit que le ministre de la Justice pourra faire droit à la demande de création d'office de notaire, d'huissier de justice ou de commissaire-priseur judiciaire qui lui est adressé, lorsque le demandeur remplit par ailleurs les conditions de nationalité, d'aptitude, d'honorabilité, d'expérience et d'assurance requises. Cela signifie concrètement que ces nominations seront discrétionnaires et que rien ne garantit que le candidat détienne les compétences nécessaires à l'exercice des missions de notaire, d'huissier de justice ou de commissaire-priseur judiciaire. Quid de la qualité du conseil qui sera dispensé aux clients? Aujourd'hui, 7 années d'études après un baccalauréat sont nécessaires pour devenir notaire. Après des études juridiques Master 1, Bac plus 4, les aspirants notaires doivent choisir entre deux types de formation, l'une universitaire, l'autre professionnelle, avec dans les deux cas un stage obligatoire et rémunéré. Pour les huissiers, une maîtrise et un master en droit ou un diplôme reconnu comme équivalent à la maîtrise de droit, puis un stage de 2 années clôturé par le passage à l'examen sont nécessaires. Pour les commissaires-priseurs judiciaires, 2 diplômes sont nécessaires pour pouvoir s'inscrire à l'examen de commissaire-priseur, l'un en droit et l'autre en histoire de l'art, en art appliqué, en archéologie ou en art plastique. L'un de ces diplômes doit être au moins une licence et l'autre un bac plus 2 minimum, puis 90 € sont demandés à titre de l'inscription à l'examen, ce qui devrait être supprimé afin de garantir un égal accès de tous à cet examen public. Ces exigences scolaires sont donc loin d'être superflues quand on connaît la complexité du droit et l'importance que le conseil juridique aura pour ceux qui le demandent. S'il est nécessaire d'ouvrir ces professions, il est également salutaire de préserver leur niveau d'exigence en matière de compétences. Merci, chers collègues. Amendement identique, Monsieur Tandonnet. Monsieur le ministre, vous avez remarqué qu'un grand nombre d'amendements sollicitent de remplacer le mot d'expérience par le mot de diplôme. C'est vrai que dans les différentes professions, cette référence à l'expérience a suscité beaucoup de préoccupations et c'est ce qui justifie le nombre d'amendements similaires. Ce sont des professions réglementées dans lesquelles les diplômes sont essentiels pour accéder à ces professions. Alors, je pense que ce qu'il faudrait aujourd'hui, c'est que Monsieur le ministre nous apporte une clarification et que dans les conditions requises pour accéder à ces professions, il est mentionné l'aptitude,
Donc je suppose que l'aptitude recouvre la notion de diplôme. Je crois qu'il faudrait le dire clairement. Ça permettrait de rassurer les professionnels et peut-être de retirer l'ensemble de ces amendements. En tout cas, il y a vraiment une inquiétude sur ce problème de diplôme. Et donc, je crois qu'il faut rassurer les professionnels. Merci. Madame... non, pardon. Monsieur Bonino. Oui, merci Madame la Présidente, Monsieur le Ministre. Dans la même veine, nous voulons rappeler aussi que cet article, tout en introduisant la déréglementation des implantations et la création des offices dans certaines zones, qui pourrait remettre en cause l'exigence d'un diplôme dans l'accès aux professions de notaire, huissier et à l'ensemble des professions juridiques réglementées et ainsi déréglementer l'accès à ces professions. L'alinéa 21 de cet article fait référence aux personnes remplissant les conditions de nationalité, d'aptitude, d'honorabilité, d'expérience et d'assurance requises pour être nommées par le ministre de la Justice dans les différentes professions précédemment évoquées. Aucune condition de diplôme n'est ainsi clairement évoquée. Ça vient d'être dit par mon collègue Tandonnet, la notion d'aptitude étant bien trop floue. Ces conditions d'aptitude et d'expérience ne paraissent pas à même de pouvoir garantir la qualité professionnelle et de formation des personnes exerçant des professions chargées de missions de service public relevant de la justice. J'ai noté d'ailleurs, Monsieur le Ministre, que dans une de vos interventions, vous avez bien utilisé le mot « diplôme ». Par contre, le projet de loi entend imposer à toute personne sollicitant son installation en tant que notaire, commissaire-priseur, huissier, de justifier d'une durée d'expérience, ce qui limite l'entrée des jeunes dans la profession. Concernant les notaires, les dispositions actuelles qui régissent leur nomination imposent la possession d'un diplôme d'aptitude aux fonctions de notaire, ce qui assure la qualité des candidats et permet l'équité dans l'accès à la profession et la bonne réalisation du service rendu dans une vocation d'intérêt général, et ils y sont attachés. La seule référence à l'expérience ne peut pas suffire pour l'exercice d'une délégation de puissance publique. Il faut qu'un diplôme garantissent l'acquisition d'un certain nombre de compétences contrôlées. C'est pourquoi il vous est proposé, comme les autres amendements, de remplacer le mot « d'expérience » par le mot « diplôme ». Je vous remercie. Monsieur le rapporteur, nous allons prendre ces amendements pour avoir votre avis. Alors, d'abord, le 199 rectifié. Alors, le 199, où est-ce qu'il est celui-là ? Vérifier. 199. Merci beaucoup. Ah oui, bon, et même le micro n'en veut plus. Cet amendement vise à supprimer l'avis de l'autorité de la concurrence pour la définition des zones carencées où l'installation d'un office serait libre. Alors évidemment, compte tenu de tous les débats qu'il y a eu l'après-midi, vous me pardonnerez, mais l'avis est défavorable, sans autre commentaire. Excusez-moi, je n'ai pas bien entendu. Avis défavorable. Défavorable. Le 1063. Idem. C'est exactement le même commentaire. Avis défavorable. 284 rectifié quater. Alors, il s'agit là, je n'aurais pas à le répéter tout à l'heure, un amendement qui concerne la condition d'expérience requise pour devenir notaire, huissier, commissaire-priseur, notaire, pour la remplacer par une condition de diplôme. Or, là je suis ferme, cette condition de diplôme est d'ores et déjà incluse dans celle d'aptitude. Donc le problème est réglé. En outre, supprimer toute référence à la notion d'expérience pourrait conduire à autoriser la titularisation de diplômés qui n'auraient jamais accompli de stage professionnel. Or, actuellement, ce stage est par exemple de 2 ans pour le diplôme supérieur du notariat, pour sans doute évacuer des craintes qui sont derrière cet amendement. J'ajoute que d'ores et déjà, le droit en vigueur prévoit la validation des acquis de l'expérience des clercs de notaire, des magistrats, de mandataires judiciaires ou d'avocats. Et donc, finalement, l'amendement proposé serait en retrait par rapport au droit en vigueur. Donc, je pense que vous avez tout apaisement sur cette question. Je vous suggère des
retirer afin que je n'ai pas à émettre un avis défavorable. Bon, c'est pareil Non, pour le c'est pas ma nature. 374, donc. Hein. Alors ensuite, le 229 rectifié. Ah oui, alors là, il s'agirait, il y a un certain nombre d'amendements également sur cette question, où leurs auteurs voudraient obliger le ministre de la Justice à refuser toute installation dans une zone autre que carencée. Je répète qu'il y a 3 zones et qu'il y en a une qui n'est pas carencée où il faut laisser la souplesse. Ce faisant, d'ailleurs, ils sont en retrait par rapport au droit en vigueur. À titre d'exemple, ils interdiraient au garde des Sceaux de décider de la création d'un nouvel office dans une grande ville ou à Paris. Moi, j'ajoute qu'en tout état de cause, il me paraît raisonnable de conserver au ministre de la Justice une certaine liberté d'appréciation. Monsieur le ministre des Finances nous a indiqué tout à l'heure que, d'ailleurs, il n'en avait pas abusé pendant la période antérieure au dépôt du projet de loi. Défavorable. Ben voilà. Ensuite, 230 rectifié. 200. Ah non, 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 pardon. Non, 283 rectifiés. 200. Ils sont identiques. Ils sont identiques, même avis. 372, même avis. Même avis. 1061, même avis. Ces mélanges, là, je sais pas. C'est le diplôme. Non, on revient au diplôme dans le 230 rectifié. Idem pour le 650 rectifié bis. Il est retiré. Et idem pour l'amendement 1062. En définitive, en résumé et en conclusion, pour l'ensemble de ces amendements, je sollicite qu'ils soient retirés. À défaut d'avis défavorable, vous ne retirerez pas les vôtres. Donc l'avis est défavorable. Très bien. Monsieur le ministre. Même avis. On va reprendre tout parce que là, j'ai un peu mélangé. Oui. Alors, retiré. Le 199 rectifié avec 2 avis défavorables. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Il n'est pas adopté. C'est le même. Alors, maintenant, le 282. Qui est pour? Enfin, avis défavorable, hein, tout le temps. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Il n'est pas adopté. J'ai pas les... 284 rectifié quater. Même vote? Le 374 est identique, donc même vote. Ensuite, 229 rectifié avec le 283, 372, 1061 qui sont identiques. Avis donc défavorable de la Commission et du Gouvernement. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Ils ne sont pas adoptés. Le 230 rectifié et tous les identiques. Deux avis défavorables. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Ils ne sont pas adoptés. Non. Non, c'est le 1063. Il a été. Je ne sais pas. Il a été rejeté aussi. Oui. Mettez-le au voie, le 1063. Le 1063, avec avis défavorable, qui est pour? Si, là, c'est si. Avant. Oui, mais on ne l'avait pas mis aux voix. Je ne l'avais pas mis aux voix, celui-là, c'est pour ça. On le confirme aussi. On confirme qu'il est rejeté, on est bien d'accord? Bien. Maintenant, voilà. Non. Le 971. Monsieur Desessard, le 971. Non? Non, il n'est pas défendu. Je voulais bien défendre le 971. Ah bon, je croyais qu'il y en avait un avant moi. Il tombe. L'autre est tombé. Vous faites bien rejeter le
La liberté d'installation accordée par ce texte va permettre au ministère de la Justice de définir des zones prioritaires d'installation dans lesquelles l'installation sera libre et le système serait suffisamment encadré pour éviter les dérives. Dans les zones déjà correctement dotées, le ministère de la Justice peut refuser les nouvelles installations. Dans ces conditions, il n'y a pas lieu de créer un système d'indemnisation des offres préexistantes. D'une part, parce que les garanties que je viens d'évoquer sont de nature suffisante pour éviter les dérives, et d'autre part, parce que cela découragerait l'installation de nouveaux entrants à cause du risque pesant sur leur activité à la vue du niveau d'indemnisation que l'on pourrait leur réclamer jusqu'à 6 ans après leur installation. Il est également à noter que le maintien de ces dispositions signerait un manque de confiance dans l'administration de la justice, puisque celle-ci pourrait être mise en question. Donc, l'idée, nous en avons débattu ce matin, Monsieur le ministre, vous dites qu'il faut indemniser parce qu'il y a une perte, au bout de 6 ans, on s'apercevrait qu'il y aurait une perte de revenus des études alentours. Bon. C'est un peu contraire avec votre idée qu'il faut installer des nouveaux dans les endroits où il y a besoin. C'est un peu contraire à votre idée de dire il faut améliorer la qualité, puisque s'il y a un notaire qui répond jamais au téléphone, qui traite les affaires avec beaucoup de retard, je ne dis pas que c'est de l'ensemble de la profession, mais comme dans toute profession, on ne peut pas dire que tout le monde est formidable parce qu'il a l'étiquette notaire. Donc il y a effectivement un contrôle, enfin il y a une qualité. Donc l'idée d'installer des nouvelles personnes qui prendraient une clientèle parce que justement ils sont jeunes, serviables, compétents, actifs, à disposition, et c'est là il va dire bon, l'autre là qui travaillait mal et tout, il faut l'indemniser. Enfin il y a vraiment un petit problème, quoi. Donc et d'autant plus que vous nous avez dit ce matin qu'il fallait payer les charges. Donc quand une étude se crée aujourd'hui, eh bien, il y a possibilité de s'installer, puis la personne fait sa clientèle, quoi. Donc, c'était un peu contradictoire avec votre esprit libéral, Monsieur le ministre. Le 594 rectifié n'est pas défendu. Donc, quel est l'avis de la commission sur le 971 ? Oui, alors, mon cher collègue, il faut bien différencier, il ne faut pas faire de confusion entre certaines professions libérales, comme les avocats et les notaires, qui ne sont pas de même nature. Lorsque vous installez un nouveau notaire, vous créez un office, vous lui donnez droit à un monopole. Et ce faisant, vous affectez le monopole de ceux qui sont déjà en place. Donc, l'indemnisation est de droit. Et si vous supprimez l'indemnisation, il y a un petit problème constitutionnel, car vous aurez en quelque sorte lésé ceux qui sont titulaires déjà d'un monopole sur le point. En revanche, pour un avocat, c'est uniquement parce que vous créez un monopole. Un avocat, il a passé l'examen, il achète sa plaque, il la met sur la façade de l'immeuble, et puis terminé. Mais en l'espèce, je peux émettre qu'un avis défavorable parce que ce serait même anticonstitutionnel. Bien, Monsieur le ministre. Défavorable. Très bien, je vais mettre aux voix l'amendement de Monsieur Desessard, numéro 971, avec 2 avis défavorables. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Il n'est pas adopté. L'amendement 339 n'est pas défendu. Je vais donc mettre aux voix l'article 13 bis. Y a-t-il des explications de vote? Donc, Monsieur Bigot, je vous en prie, vous avez la parole. Non, mon cher collègue. Je reconnais, avec mon groupe, à la Commission, le fait qu'elle n'a pas voulu complètement empêcher l'installation de nouveaux notaires et répondre à ses besoins fixés dans la loi et dans le projet de loi. Je regrette bien évidemment que sur certains points, on n'ait pas trouvé un accord. Je dois dire qu'à titre personnel, je suis plus sensible à l'avis de l'autorité de la concurrence qu'à la proposition. Mais tout ça, on aurait pu en discuter à un autre moment. Donc notre groupe, sur ce point-là, pour reconnaître aussi le travail qui a été fait, va s'abstenir et ne va pas voter contre. De toute façon, ça ne changera pas grand-chose au résultat. Et personnellement, je vais rentrer serein dans mon département, puisque de toute façon, il est prévu à l'alinéa 24 de l'article 13 bis qui ne s'applique pas dans les départements d'Alsace et de Moselle. Donc je rentre serein.
Merci. Y a-t-il d'autres prises de parole? Bien, je vais mettre aux voix l'article 13 bis. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? L'article 13 bis est adopté. Voilà, vous venez de suivre les débats sur le projet de loi croissance, activité et égalité des chances économiques. Il portait plus précisément sur le volet sur les professions réglementées. Les sénateurs ont pris beaucoup de retard dans l'examen de ce texte. Ils reprendront leur travail d'examen des amendements à partir du 4 mai prochain en vue du vote solennel qui a été décalé au 12 mai. Vous pouvez revoir et revoir cette séance et toutes les autres sur notre site publicsena.fr. Très bonne suite des programmes sur les chaînes parlementaires.